Ils attachent notre MC Yano à un scanner et placent un noyau de bête dans sa paume. L'écran clignote. 0% d'affinité. Quelques soldats ricanent jusqu'à ce que le système commence à afficher une erreur, puis le noyau disparaît comme si le corps de Hall l'avait avalé tout entier. Sa main gauche mute en quelques secondes, des écailles rouges, une griffe acérée, mais il ne devient pas fou furieux. Il reste calme et maître de lui. C'est à ce moment-là que tout le monde comprend. On ne fait pas que survivre à la brume rouge. Il se renforce grâce à elle. Chaque noyau qu'il absorbe peut augmenter sa force et même éveiller une nouvelle capacité. Pour mieux comprendre l'histoire, revenons au début. Quelque chose de sinistre se produit dans le pays alors qu'une étrange brume couleur sang se répand dans toutes les villes. Les humains pris dans la brume subissent des mutations effrénées peu de temps avant de mourir violemment. De même, le brouillard fait aussi muter les animaux, mais au lieu de mourir, ils deviennent des aberrations, des créatures terrifiantes aux capacités bizarres. Les aberrations deviennent des menaces car elles détruisent les villes en grand nombre, semant la terreur parmi les citoyens. 3 jours plus tôt, peu avant le début de la pandémie, des rapports sur la brume rouge ont circulé, plongeant les citoyens dans la panique alors qu'ils tentaient d'évacuer. Les routes se sont alors retrouvées congestionnées en conséquence. Alors que les citoyens sont bloqués dans les embouteillages, quelque chose d'inattendu se produit lorsqu'une brume rouge commence soudainement à se répandre dans la zone. Peu de temps après, une agitation éclate lorsqu'un monstre apparaît au milieu de la route, provoquant divers accidents. La famille de Janus s'est également retrouvée impliquée dans un terrible accident, coinçant ses parents dans leur siège. Voyant le monstre approcher, les parents de Hall le pressent de sortir de la voiture et de s'enfuir immédiatement avec sa sœur. Ils lui font promettre de la protéger, sachant qu'il ne leur reste que peu de temps. Ao essaie de les sauver, mais sa tentative échoue lorsqu'un autre monstre apparaît et écrase la voiture avec leurs parents encore à l'intérieur. À ce moment-là, de nombreux monstres commencent à apparaître, et Ao réalise qu'ils doivent agir vite. Bien que Xu essaie de rester en arrière, il l'entraîne avec lui alors qu'ils prennent la fuite. Ils finissent par atteindre un endroit où ils se cachent silencieusement des monstres. Soudain, des marques rouges commencent à apparaître sur les visages des frères et sœurs, les faisant gémir de douleur. Ao réalise alors que cela doit être le résultat de la brume rouge qu'ils ont inhalée en s'enfuyant. Réfléchissant vite, il verse immédiatement de l'eau sur un mouchoir et demande à sa sœur de l'utiliser pour se couvrir la bouche et le nez. La douleur dans son corps devient alors soudainement insupportable, comme s'il sentait quelque chose essayer de s'en échapper. Alors qu'il essaie de maîtriser la douleur pour ne pas inquiéter sa sœur, ils sont repérés par un énorme monstre. Il se redresse immédiatement, mais avant d'avoir pu aller bien loin, il tombe sur un monstre à l'allure encore plus féroce. Comme si ça ne suffisait pas. Une bande d'autres monstres du secteur se joint à eux, encerclant le frère et la sœur. À ce stade, Ao sait qu'ils sont fichus, mais il serre sa sœur fort dans ses bras, l'assurant qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Il se demande alors s'ils vont vraiment mourir ou si quelque chose de miraculeux va venir les sauver. Après avoir réalisé qu'ils sont coincés dehors, Ao attrape Xu et retourne en courant dans le bâtiment. Là, il ramasse un bâton et charge une aberration à l'intérieur pour la frapper, mais malheureusement, le bâton se brise au contact sans avoir aucun effet. Le monstre lui saute alors dessus, mais Ao retient avec force ses crocs pour qu'il ne se referme pas sur lui. Heureusement, elle trouve une arbalète et tire sur la créature dans l'œil, donnant assez de temps à Ao pour récupérer. Malheureusement pour elle, le monstre fonce droit sur elle, alors elle s'enfuit sur ordre de son frère. À ce moment-là, l'effet du miasme rouge se déclenche, et Ao lutte pour rester conscient. Soudain, il voit sa sœur bien-aimée trébucher, et le monstre se dirige vers elle, alors Ao entre dans une rage folle et fait s'effondrer un mur sur lui. Il atterrit immédiatement sur la créature et la poignarde à plusieurs reprises. Shea est surprise et horrifiée de voir son frère dans un tel état de fureur, alors elle se précipite vers lui et serre Ao dans ses bras en lui disant d'arrêter. Accrochée à lui, Shea pleure en suppliant Ao et en lui disant qu'elle va bien. Sa voix résonne dans sa tête, et il se souvient des dernières paroles de ses parents, lui disant de bien s'occuper de Shaya. Il a une vision d'eux lui disant de s'assurer que lui et sa sœur survivent. Après la vision, la voix de Shaya résonne dans les ténèbres, et il finit par revenir à la réalité. Il voit sa sœur inquiète et s'excuse de l'avoir inquiétée. Su lui demande s'il va bien. Mais alors qu'il lui répond, il voit une aberration volante foncer sur eux à travers la fenêtre, alors il emporte rapidement Su juste avant que la créature ne s'écrase dans le bâtiment. Comme si cela ne suffisait pas, le monstre charge sur eux, mais Ao attrape une barre d'acier et frappe un home run avec la créature en lui hurlant de s'éloigner de sa sœur. Cette fois-ci, le monstre est projeté contre le plafond. Pendant qu'il est couvert d'un énorme tas de débris et de poussière, Ao dit à Xu de se cacher pendant qu'il affronte les monstres. Au début, Xu s'inquiète de savoir si Sen sortira, face à eux tous, mais ensuite elle s'inquiète pour son état mental, alors elle le serre dans ses bras et lui demande de ne pas partir. Ao lui caresse la tête et l'assure qu'il ne perdra pas le contrôle. Il frotte sa tête contre la sienne et lui demande de l'attendre parce qu'il reviendra la chercher. Shaya lui demande alors de promettre qu'il reviendra sain et sauf, ce qu'il fait. Après un moment, Ao sort du bâtiment en tenant la barre. Il note que chasser et absorber l'énergie couleur sang de l'aberration le rendra plus fort. Ao s'approche d'une créature odieuse et se dit que l'énergie qu'il obtiendra en l'abattant sera bien plus grande que celle des autres qu'il a affrontées jusqu'à présent. Et avec une telle énergie,
Il sera assez fort pour protéger sa sœur. O lui crie alors dessus, espérant qu'elle le chargera, mais elle envoie des créatures ressemblant à des loups sur lui. Surpris que le boss ne veuille pas l'affronter directement, au combat les monstres sbires, leur martelant la tête avec la barre. Il finit par se faire mordre, mais il déchire l'aberration en morceaux. Enragé, les mains de O se couvrent d'un exosquelette, et il absorbe le miasme des créatures mortes. Alors que O se délecte de sa nouvelle poussée de puissance, l'aberration dragon repère un aéronef militaire, et fait signe à ses sous-fifres de déguerpir. O ne comprend pas ce qui se passe, mais le temps qu'il s'en rende compte, il voit un missile se diriger vers lui. Au même moment, Shu se dirige vers l'entrée pour voir comment il va. O la voit et lui crie de reculer, mais il est trop tard car le missile frappe là où il se trouve. La forte explosion dévaste la zone, et peu après, un groupe de soldats fouille les lieux à la recherche de survivants. Il trouve Alme et affirme qu'il a été infecté, pendant qu'il emmène Su et s'envole. Al regarde, impuissant, alors qu'il l'emmène. 6 mois après le début de la pandémie dans la ville, Al se réveille sur un toit, sortant du même cauchemar répétitif où sa sœur essaie de l'atteindre pour qu'il la sauve. Lorsque l'incident s'est produit, il avait entrevu des agents militaires secourir sa sœur, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où elle avait été emmenée. Au fil du temps, il a fouillé tous les abris locaux de la région mais n'a toujours trouvé aucune trace d'elle. Maintenant, il a décidé de rejoindre la patrouille frontalière car dans une situation de pandémie comme celle-ci, seule l'armée a l'autorisation automatique de recueillir des informations et de se déplacer librement. Arrivant en retard à son poste, le capitaine de l'équipe de patrouille réprimande sévèrement O, le traitant de nouvelles recrues incompétentes avant de lui donner ses tâches quotidiennes. En plus de la brume rouge qui a éclaté il y a 1 an et demi, une flèche cramoisie est également apparue de nulle part, créant un autre type de brume, également toxique pour les êtres vivants. Pour cette raison, les humains survivants ont été contraints de chercher refuge dans les terres frontalières, loin des brumes. Pendant que O se demande si le monstre particulier qui a causé sa séparation d'avec sa sœur est toujours en vie, le capitaine jacasse à l'équipe au sujet de l'unité d'intervention spéciale qui s'occupe d'un groupe d'aberrations au-delà de la frontière. L'unité d'intervention spéciale est si efficace qu'il doute que leur aide soit nécessaire pour s'occuper des monstres. Pendant ce temps, depuis son poste de garde, O remarque quelque chose d'inhabituel dans le brouillard, et il ne lui faut que peu de temps pour réaliser que quelque chose de massif s'approche d'eux. Heureusement, un autre membre de la patrouille le remarque, mais lorsqu'il le signale au capitaine, celui-ci lui dit d'arrêter de faire des histoires pour rien. Soudain, des agents de l'unité d'intervention spéciale sont vus fonçant sur eux à travers le brouillard. Quand ils essaient de comprendre la cause, les agents leur ordonnent de courir. Réalisant que quelque chose de dangereux approche, le capitaine ordonne aux agents de la patrouille frontalière de se replier immédiatement. Avant qu'ils n'aient eu la chance de partir, une aberration émerge du brouillard et commence à l'attaquer. Cependant, O, qui observait depuis un haut bâtiment tout ce temps, décide de passer à l'action. Il saute du bâtiment et atterrit sur le dos du monstre, l'écrasant à mort. Presque immédiatement, un deuxième monstre apparaît, alors il effectue sa transformation partielle et le déchire en morceaux. À cause du brouillard et de l'agitation, les agents ne peuvent pas dire ce qui se passe. O absorbe alors le pouvoir des aberrations qu'il a abattues, et il se sent pratiquement devenir plus fort. Quelques aberrations de plus apparaissent dans la brume. Et plutôt que d'avoir peur, elle est encore plus excitée à l'idée de la puissance qu'il gagnerait en les abattant. Avant qu'il ne puisse bouger, une attaque massive est tirée de l'autre côté du brouillard, anéantissant la majorité des aberrations et le laissant surpris. En se retournant, O identifie la personne responsable comme étant Rui, la capitaine du détachement sang ardent. Il panique pendant qu'elle approche car il y a une chance qu'elle l'ait vue sous sa forme mutante. Pourtant, il reprend rapidement sa forme normale avant qu'elle n'arrive jusqu'à lui. Pendant que ces hommes éliminent les derniers monstres de la zone, O se rend à Rui pour prouver qu'il est humain. Il se présente comme un membre de l'équipe de patrouille, mais elle ne le croit pas. Au lieu de ça, elle lui demande pourquoi il est au milieu du brouillard sans armes. Au camp, après avoir abattu les aberrations, l'officier Rui lit les rapports de perte. Et après qu'elle est finie, O lui demande pourquoi il a été arrêté. Il lui dit qu'il est une victime, mais elle lui répond qu'il a quitté son poste le soir pendant 2 heures sans autorisation. Et juste après son retour, l'éruption écarlate a eu lieu. Rui regarde son dossier et demande une explication à O. Réalisant qu'il est fichu, O essaie de bluffer pour se sortir de la situation en lui disant que son capitaine était au courant qu'il se la coulait douce. Mais à sa surprise, un autre officier balance O en informant Rui que O est habituellement en retard à sa mission, et que le capitaine le laisse toujours s'en tirer. Agacé, O lance des regards noirs aux soldats tout en se jurant silencieusement de s'occuper de lui si l'homme en dit trop sur lui. Pendant que Rui parle de son équipe comme étant problématique, le capitaine se réveille après avoir été emballé et traité comme une momie. Rui a examiné les dossiers de O et s'est demandé comment il était encore en vie, étant une recrue qui a trompé la mort même dans des cas où Rui a perdu des hommes compétents. O ment effrontément en disant qu'il faisait partie de l'équipe d'athlétisme à l'université. De plus, comme il a très peur de la mort, il court toujours devant les autres et échappe à des situations terribles. Perplexe, Rui demande à O pourquoi il a rejoint l'armée s'il avait si peur de mourir. Elle lui demande alors s'il a un autre objectif,
et O se souvient avoir cherché Shua manuellement pendant les 6 derniers mois. Pendant ce temps, il tuait et absorbait des aberrations de bas niveau. Pendant cette période, il avait appris à contrôler sa transformation bestiale, et il s'était assuré d'éviter d'être vu par des humains en visitant chaque colonie humaine. Actuellement, Rui s'approche de lui et énumère ses infractions. Elle lui demande alors s'il connaît les conséquences, et O répond qu'il va être exécuté. À sa surprise, elle se penche en avant et lui chuchote qu'elle a vu ses mains et se demande ce qui n'allait pas avec elle plus tôt. Elle lui demande pourquoi il ment et quel est son véritable objectif, mais avant qu'il ne puisse parler, le sol sous eux tremble comme lors d'un tremblement de terre. O, qui est familier avec cette sensation, quitte sa chaise et essaie de sortir du camp en courant. Il note qu'une horde d'aberrations approche. Rui le voit essayer de partir pendant qu'elle l'interroge, alors elle attrape sa tête et la frappe contre le sol. Un des soldats qui l'a vu utiliser sa prouesse, faisant craquer le sol sous eux, demande à Rui d'y aller doucement. Malheureusement, les fissures s'aggravent, et ils s'effondrent tous dans la terre. Lorsqu'il se réveille, il voit qu'ils sont sous terre. O, dont les menottes se sont brisées à cause des conditions environnementales, se relève après avoir appris qu'il était tombé. Alors que Rui ordonne à l'un d'eux de trouver un briquet, le mouchard traite O de porte-malheur pour toujours attirer les ennuis. O lui dit alors de se plaindre une fois qu'ils seront sortis. À en juger par le ton de O, le soldat mouchard se demande ce qu'il veut dire par là et apprend alors qu'il y a de fortes chances qu'il ne sorte pas de ce souterrain. Quelques instants plus tard, un soldat trouve une lampe et l'utilise pour observer la zone. Là, ils sont choqués de voir qu'ils se trouvent dans un labyrinthe creusé par des aberrations. Rui leur ordonne rapidement de se calmer, de prendre leurs armes et de rester groupés tout en maintenant la formation. Soudain, O entend un bruit, et il dit aux autres qu'il a entendu un son provenant d'un des tunnels. Le soldat mouchard va alors vérifier, et il sent étonnamment une brise venant de l'un des tunnels. Il fait joyeusement face à l'équipe et félicite Al pour son instinct de survie, ignorant qu'une aberration s'est glissée derrière lui et est prête à le dévorer. Rui et les autres le repèrent, alors elle crie au soldat de se baisser, puis abat le monstre scarabée. En conséquence, le suc interne, qui peut faire fondre tout ce qu'il touche, frôle le soldat. Il manque de paniquer après avoir frôlé la mort 2 fois à cet instant. Rui l'avertit alors de ne pas agir sans ses ordres. Elle regarde O, loue son instinct de survie et lui dit de tout avouer dès qu'ils auront quitté le labyrinthe souterrain. Sceptique, O se demande ce qu'elle manigance, puisqu'elle connaît ses capacités mais ne veut pas les révéler. Les soldats entendent soudainement plusieurs bruits se dirigeant vers eux, alors ils se mettent en position. À leur grande horreur, de multiples grosses aberrations sortent des tunnels et foncent droit sur eux. Toujours coincés sous terre avec O, Rui et les autres agents essaient d'abattre les aberrations, mais leur nombre semble écrasant, alors ils courent dans un autre compartiment pour s'abriter. En entrant, ils remarquent quelque chose d'assez inhabituel alors que les saints s'arrêtent à l'entrée. Sans se laisser décourager, ils s'avancent plus loin dans la grotte. Il ne leur faut que quelques pas pour comprendre pourquoi les aberrations s'étaient arrêtées à l'entrée. Devant eux se dresse une énorme aberration de classe dominateur, qui semble absorber la brume rouge de l'environnement. L'aberration convertit alors la brume absorbée en une attaque d'énergie massive, qu'elle leur tire dessus. Reconnaissant l'attaque comme étant dangereuse, O avertit toute l'équipe de faire attention, mais il est trop tard. Rui, cependant, utilise son sniper spécial pour tirer une attaque puissante sur le monstre, mais néglige sa propre sécurité dans le processus. O est alors forcé de se transformer et de bloquer l'attaque du monstre avec ses mains mutées, choquant tout le monde au passage. Il lui dit alors de ne pas s'inquiéter et qu'il lui expliquera tout sur lui quand ils sortiront vivants. En regardant l'aberration, la différence de puissance devient évidente car l'attaque de Rui n'a pratiquement aucun effet. Elle se demande alors si O serait vraiment capable d'abattre quelque chose d'aussi puissant. En affrontant le monstre, elle ressent la même chose que face à l'aberration qui a conduit à sa séparation d'avec sa sœur. Plutôt que de la peur cette fois, il se demande à quel point il deviendrait fort en l'abattant. Il le charge avec un combo d'attaque spéciale, mais à sa surprise, cela laisse à peine une égratignure. D'après le type d'attaque qu'il vient de tenter, s'il s'agissait d'une bête normale, elle aurait déjà été déchiquetée, mais celle-ci s'avère différente. O réalise alors que pour être aussi forte, elle a dû dévorer quelques autres bêtes et absorber leur pouvoir. Lorsque le monstre attaque, ses attaques se révèlent lentes, donc Al en déduit qu'il a dû mettre toutes ses améliorations en défense. Il décide alors de l'utiliser à son avantage en préparant des attaques plus puissantes. Pendant ce temps, le reste de l'équipe regarde avec incrédulité le même gars qu'il avait supposé faible se révéler être un puissant mutant. Rui le couvre alors, disant au reste de l'équipe que O est un sujet expérimental secrètement développé par le gouvernement comme une arme pour combattre les bêtes extraterrestres. Ne voulant pas gêner, Rui et les autres gardent leur distance tout en tirant sur le monstre en guise de soutien. Un des hommes demande si elle était au courant pour O depuis le début, et elle répond qu'elle vient juste de le découvrir quand il s'est transformé devant eux. Cependant, son vice-capitaine sent qu'elle cache quelque chose car il n'a jamais entendu parler d'expérience du gouvernement sur des humains. Rui poursuit en déclarant que O s'était échappé du laboratoire il y a quelque temps et qu'elle ne s'attendait pas à le voir dans la patrouille frontalière. Elle fait alors promettre aux soldats de ne divulguer aucune des informations qu'ils viennent de découvrir, car c'est top secret. Pendant ce temps,
O fait une erreur de calcul et esquive l'une des attaques d'énergie du monstre qui vise directement le reste de l'équipe. Le vice-capitaine risque alors sa vie pour protéger les autres, mais finit gravement blessé à la jambe. Lorsque l'autre officier de patrouille lui demande pourquoi il est allé si loin pour le sauver, il répond qu'il a pour devise de ne jamais abandonner personne, et que même au prix de sa jambe, il ne le regrette toujours pas. O, de son côté, est projeté à travers la grotte comme un chariot de supermarché avec une roue cassée. Son énergie s'épuise au point qu'il peut à peine maintenir la transformation d'un seul bras. Alors que le monstre charge sur lui, il reste simplement allongé là, se demandant si c'est vraiment la fin. Dans un des tunnels, O est projeté par l'aberration dominateur, et alors qu'elle essaie de le poignarder avec sa patte acérée, Rui tire sur la créature, la faisant manquer sa cible. O est surpris, mais elle lui rappelle qu'il ne peut pas mourir car il a beaucoup d'explications à donner. La créature se met à rire, et la blessure causée par la capacité de Rui se referme progressivement. Ils sont surpris de voir la créature se comporter comme un humain. Non seulement ça, mais ils la voient aussi aspirer et absorber le brouillard cramoisi de la grotte et l'utiliser pour se soigner. Réalisant qu'elle va bientôt récupérer, Rui conseille à O de battre en retraite avec eux. Mais à sa plus grande surprise, elle voit que ses mains se sont à nouveau métamorphosées, et il insiste sur le fait que la créature doit mourir ce jour-là. L'excuse de O est que l'aberration a invoqué la brume pour se soigner, mais sans le savoir, elle l'a renforcée. Et maintenant qu'elle est immobile, c'est la meilleure chance pour eux de frapper. Après l'avoir écouté, Rui lui dit que leur échec pourrait entraîner leur mort, mais O répond qu'il a franchi les portes de l'enfer tant de fois, qu'une fois de plus n'importera pas. Sur ce, elle arme son fusil et lui dit qu'ils n'ont qu'une seule chance. Rui prévoit de déchaîner toute sa puissance pour faire exploser l'armure de la tête de l'aberration, et elle veut que O enchaîne en détruisant le cerveau de l'aberration. Rui s'accroupit immédiatement et tire sur la blessure se refermant du monstre tout en hurlant à O d'attaquer. Il bondit immédiatement sur elle et attaque le crâne sans relâche, le fissurant et infligeant des dégâts mortels au cerveau. Après avoir assisté à cet acte horrible, Rui se demande si l'on réussit, et la chose suivante qu'elle voit est une explosion qui projette O. Elle se précipite vers lui, remarque une photo dans sa poche, la prend et l'examine. Pendant ce temps, le cristal que O tenait est absorbé par son corps, et il entre dans un état de transe où il voit son ADN. Au début, il pense avoir été complètement bestialisé, mais il voit alors un éclair de lumière et se rend compte qu'il peut bouger son corps. Dans sa poitrine se trouvait le cristal qu'il avait pris à l'aberration plus tôt. En observant le cristal, il voit qu'il n'absorbe pas seulement la brume rouge, mais la stocke également à l'intérieur. O se réjouit alors qu'il continue d'absorber l'énergie sans souci. Mais, malheureusement, il se rend compte que le cristal a des limites, alors il essaie de se débarrasser d'une grande partie de l'énergie en recréant l'attaque du scarabée géant. Il rassemble la brume et la compresse, pour ensuite se réveiller à l'hôpital et la pointeur vers la porte. Par coïncidence, Rui entre dans la pièce et le voit lancer la boule de brume dans sa direction. En désespoir de cause, elle lui demande ce qu'il fait, mais il lui crie de s'écarter. Au contact du bâtiment, la boule de brume explose. 5 minutes plus tôt, alors que O reçoit encore un traitement intensif à l'hôpital, Rui décide de lui rendre visite. D'abord, elle rend visite à son vice-capitaine qui reçoit également un traitement dans la même salle de convalescence. Quand elle arrive, il lui pose des questions sur qui est vraiment O, car il n'a jamais entendu dire que le gouvernement avait des sujets de test. Rui répond simplement que le cas de O est top secret et qu'elle lui conseille de se concentrer sur sa guérison plutôt que de s'inquiéter de questions futiles. Alors qu'elle se retourne pour partir, elle lui dit qu'elle a déjà demandé son transfert au département de la logistique au quartier général pour qu'il puisse se reposer convenablement. Le vice-capitaine menace de rapporter l'incident avec O à son père, qui se trouve être le chef d'état-major, ce qui provoque une réaction chez Rui. Elle change alors immédiatement de ton et gèle ses privilèges de communication, lui ordonnant de ne pas bouger. Quand elle part, elle demande à l'autre officier de patrouille de l'emmener dans la chambre de O. Lorsqu'il arrive à l'entrée, elle ordonne à l'officier de monter la garde pendant qu'elle entre. Au moment où elle ouvre la porte, elle est plus que stupéfaite de voir O conjurer une attaque d'énergie dirigée droit sur elle. En la voyant, O est complètement troublé au moment où il libère l'attaque. Heureusement, Rui parvient à l'esquiver juste à temps, mais l'attaque finit par laisser un trou béant, non seulement dans les murs de l'hôpital, mais aussi dans les 3 bâtiments suivants. Le vice-capitaine remarque la destruction depuis sa chambre, il sait donc que O doit en être le responsable. Il se demande alors combien de temps Rui pourra garder son identité secrète. Rui, reconnaissant l'attaque comme étant la même que celle utilisée par l'aberration qui l'ont vaincu plus tôt, dit à O de se préparer à répondre à ses questions. Il se dirige vers le toit où il lui explique toute la situation. Elle est plus que surprise d'apprendre qu'il peut non seulement absorber les noyaux de bêtes des aberrations, mais aussi apprendre leurs capacités. O lui dit aussi qu'il a maintenant la capacité de contrôler et de stocker la brume pourpre et de réparer automatiquement son cristal. En apprenant ses capacités, Rui semble impressionné, mais c'est O qui est inquiet. Il craint que, bien qu'il devienne extrêmement plus fort maintenant, il puisse finir par se transformer lentement en aberration. Il demande à la capitaine si elle considérerait toujours quelqu'un comme lui comme un humain, et elle répond simplement qu'il est une personne unique en son genre.
Elle déclare également que seule l'utilisation qu'il choisit de faire de son pouvoir déterminera s'il sera un humain ou un monstre. Elle devient alors très sérieuse et lui présente 2 options comme seule issue possible à partir de maintenant. Elle lui dit que soit il rejoint son escouade en tant que soldat de réserve, soit il est classé comme une menace et éliminé comme les autres aberrations. O trouve ça drôle car il est évident qu'aucune des troupes de la ville ne serait assez forte pour le vaincre. Rui souligne alors sa naïveté, lui faisant remarquer qu'il y a des gens bien plus forts qu'il ne peut l'imaginer au sein du gouvernement de lui et qu'il ne devrait pas s'emballer. Alors qu'elle essaie toujours de le recruter en soulignant les avantages qu'il obtiendrait en rejoignant son escouade, O ne peut s'empêcher de sentir qu'elle a un objectif secret. Quand il le lui fait remarquer, elle l'admet, mais lui assure qu'elle n'est pas son ennemi. O semble toujours réticent à la rejoindre, car il ne comprend pas quel pourrait être son plan. Enfin, elle lui montre une photo qu'elle avait récupérée dans sa poche après qu'il se soit évanoui pendant le combat. Elle lui promet alors que s'il rejoint son escouade, elle utilisera toutes les ressources à leur disposition pour l'aider à retrouver sa petite sœur. À ce moment-là, O commence vraiment à reconsidérer sa décision. Il sait qu'il y a une limite à ce qu'il peut faire seul, mais avec le soutien du gouvernement, il pourra certainement enquêter dans plus d'endroits. Il accepte alors finalement de rejoindre son escouade, mais demande d'abord une augmentation de salaire. Vu à quel point elle le veut dans son équipe, Rui accepte et le déclare officiellement soldat de réserve du Blazing Blood avec un salaire maximum et des avantages gratuits. Elle lui ordonne ensuite d'aller s'occuper de la paperasse auprès de l'équipe de patrouille. Alors qu'il se retourne pour partir, elle lui parle des dégâts qu'il a causés à l'hôpital, qu'elle a payés. Apparemment, elle a décidé qu'elle le déduirait de son salaire. Elle se dit alors qu'elle doit trouver un moyen de sauver son oncle. Elle pense que O pourrait détenir la clé pour retransformer une aberration en humain. En arrivant au bâtiment de la garnison de l'équipe de patrouille de la cité Shishi, O est surpris de voir Snitch l'accompagner. Snitch lui dit alors que Rui et l'un ont une haute opinion de lui, et que même s'il est dans le département de la logistique, ils peuvent veiller l'un sur l'autre. O dévisage Snitch et essaie de se souvenir de son vrai nom, mais réalise alors qu'il ne lui a jamais prêté la moindre attention. Snitch aperçoit alors leur ancien capitaine, Jia, et l'interpelle. En entendant Jia, Ao se retourne et voit Jia entouré de plusieurs hommes. Parmi eux, leur chef, Zhang Shi, le capitaine de la défense de la ville, rabaisse Jia, lui rappelant comment il l'a autrefois giflé pour une femme muette. Zhang donne soudain un coup de pied à Jia et le compare à un chien errant maintenant qu'il est impuissant. Surpris et agacé par la tournure des événements, Snitch fonce droit sur Zhang, mais il se fait attraper et maîtriser par les hommes de Zhang. Alors qu'il crie à Zhang de lâcher Jia, Zhang dit à Jia de lécher la boue sur ses chaussures, sinon il cassera le bras de Snitch. N'ayant pas le choix, Jia s'abaisse pour obéir à Zhang. Mais à la surprise générale, Ao surgit de nulle part et l'arrête. Il sourit à Jia, le remercie pour son aide jusqu'à présent et dit que c'est à son tour de le remercier. Sur ce, Ao crie aux officiers de la défense de la ville, les avertissant de rester loin de Jia, sinon il leur brisera les os comme des biscuits. Il s'énerve immédiatement et le charge avec des armes, mais il les met hors de combat en 4 secondes. Les autres gardes de la ville commencent à crier derrière leur capitaine, l'encourageant en disant qu'il est un guerrier de rang et qui va battre Ao. Zhang, de son côté, est surpris par la vitesse de Ao, alors il sort une arme et tire sur Ao à plusieurs reprises, mais Ao esquive les balles. Il attrape ensuite l'arme de Zhang et l'écrase d'une seule poigne en commentant la lenteur avec laquelle Zhang tire. Il dit que Zhang n'atteint même pas 1% de la vitesse de tir de Rui. Zhang s'énerve et essaie d'attaquer Ao au corps à corps avec un couteau, mais Ao arrête la main de Zhang à mi-course et le soulève par la gorge. Ao se souvient que Zhang voulait que Jia s'agenouille, alors il écarte le couteau d'un revers et fait taire le grand gaillard en le projetant au sol. Le reste des gardes de la défense réalise que combattre n'est pas une partie de plaisir, alors ils déguerpissent. Après leur départ, O ramasse la béquille de Jia et la lui donne pendant que Snitch le félicite. Jia remercie O, mais O lui dit qu'il ne fait que lui rendre sa gentillesse. Inquiet, Jia demande à O ce qu'il fera quand l'équipe de défense de la ville viendra le chercher, mais Snitch lui dit de ne pas s'inquiéter car lui et O sont maintenant membres de l'unité d'intervention spéciale. Plus tard ce soir-là, à la base temporaire de l'unité d'intervention spéciale, après que Rui a confirmé que O a rempli toute la paperasse, elle lui montre qu'elle a déjà envoyé sa candidature pour rejoindre l'équipe et que le quartier général a approuvé la demande. Il s'enthousiasme et lui demande s'il est officiellement membre de l'équipe, mais elle lui dit de ne pas être trop pressé et de se préparer pour le vrai test à venir. Elle explique qu'il doit partir pour le quartier général à Uking pour participer à l'évaluation d'entrée du Blazing Blood. Rui lui dit alors qu'elle pense que réussir ne devrait pas être un problème avec son niveau de force. Ao part alors, avec l'intention d'établir un nouveau record de réussite. En route pour Uking, où se trouve le quartier général du Blazing Blood, Rui informe O du processus de classement et d'évaluation. O est assez surpris que l'autre officier de l'équipe de patrouille soit autorisé à rejoindre le Blazing Blood alors qu'il n'est clairement pas qualifié physiquement. Rui souligne alors que puisqu'il rejoindra l'équipe de logistique, ses capacités physiques n'ont pas vraiment d'importance. Elle explique à O que les gens comme lui, qui peuvent utiliser des capacités spéciales, sont appelés des guerriers. Les rangs des guerriers, cependant, vont du rang S au rang E. Pendant ce temps,
les aberrations peuvent aussi être classées du plus faible au plus fort comme la classe éclaireur, la classe molosse, la classe suzerain, la classe behémoth et la classe calamité. Selon la hiérarchie du pouvoir, un guerrier de rang E devrait naturellement être capable d'abattre une aberration de classe éclaireur. De même, un guerrier de rang D est apte à affronter une aberration de classe molosse. En suivant ce même ordre, les guerriers de rang B et C seraient à égalité avec une aberration de classe suzerain. Enfin, les guerriers de rang A et S sont respectivement équivalents aux aberrations des classes behémoth et calamité. Rui Diao ce qu'elle sait sur les affinités avec les noyaux de bêtes, soulignant que seules les aberrations qui ont muté à cause de la brume pourpre possèdent des capacités spéciales. De même, les guerriers humains obtiennent des capacités spéciales en s'adaptant à un noyau de bête d'aberration grâce à l'armement à noyau de bête. Même avec cela, les capacités physiques d'une personne déterminent toujours la qualité de l'affinité, car si un noyau de bête n'est pas harmonisé, le rang le plus élevé pouvant être atteint est le rang E. En chemin, Rui remarque un groupe de gros bonnets se dirigeant également vers le quartier général, elle en conclut donc que quelque chose ne va décidément pas. Une heure plus tard sur les lieux, les participants sont alignés et écoutent le discours de l'un, un supérieur et guerrier de rang A. L'un fait les présentations nécessaires et précise que leurs antécédents n'ont pas d'importance et que tant qu'ils sont au Blazing Blood, le favoritisme ne sera pas toléré. Après les présentations nécessaires, les participants sont soumis à un test d'évaluation physique. Commençant par un 100 mètres avec un poids de 50 kg, O surpasse tous les autres concurrents en prouvant sa vitesse et son endurance. Ensuite, on leur demande de soulever chacun un haltère lesté par une force électromagnétique de 500 kg. Tandis que le reste des participants luttent pour leur vie, O le soulève nonchalamment d'une seule main, les surprenant complètement. Pour la troisième évaluation, les participants doivent frapper une machine de test de puissance pour estimer leur force. Quand vient le tour de O, il détruit accidentellement la machine d'un coup de poing léger. À la fin de l'évaluation, lorsque l'un annonce les scores finaux, tout le monde est choqué d'apprendre que O a obtenu 198 points, battant le précédent record de près de 50 points. Pendant que les autres participants sont bouche bée, un homme à l'air suspect nommé Zhang Jin demande à l'un si les scores sont vraiment exacts. L'un lui demande s'il essaie d'insulter sa supervision, alors Jin se rétracte immédiatement. Cependant, il confronte Ao et le salue d'une manière douteuse qui montre clairement qu'il a d'autres intentions. Il s'avère que Jin est le jeune frère du chef de l'équipe de défense de Kixi que Ao a humilié l'autre jour, et il est venu chercher vengeance. Reprenant ses fonctions, l'un annonce le reste des résultats, et il se trouve qu'il y a quelques autres participants prometteurs parmi les candidats. Grâce à sa performance exceptionnelle, O finit par attirer l'attention de certains autres supérieurs présents. Pendant que le reste des candidats est renvoyé chez eux, les 15 premiers sont priés de se préparer pour le prochain test, l'affinité avec le noyau de bête. Dans le dortoir, Jin est furieux de ne pas s'être classé premier aux examens d'entraînement physique. Il parle à deux personnes importantes sur son ordinateur, et elle lui rappelle que c'est grâce à son frère, le larbin de Greenvine, qu'il a pu se qualifier pour l'évaluation. Ils l'avertissent de ne pas gâcher la seule chance qu'ils lui ont donnée. Agacé et déterminé, Jin jure d'entrer au Blazing Blood pour le bien de son frère. Plus tard, à la station de test des noyaux de bête, les qualifiés se rassemblent, et l'examinateur leur explique le fonctionnement. Ils doivent insérer un noyau de bête dans le protège-poignet qui leur est fourni, et leur score d'affinité sera lu. Tout candidat qui obtient un score inférieur à 40% sera éliminé de la course. Pour clarifier, l'instructeur leur dit que les noyaux ne sont produits que par des aberrations de classe molosse ou supérieure, et plus les aberrations sont fortes, plus la qualité du noyau de bête est élevée. De plus, chacun a une affinité différente pour les noyaux de bête, et ils peuvent activer soit un contrôle élémentaire, de puissance, ou de soutien. Le protège-poignet qu'il va leur donner est de la plus basse catégorie, utilisé uniquement pour tester leurs affinités. Une fois qu'ils entreront dans la division de combat, on leur remettra de meilleurs noyaux de bête et armements d'aberration. Sur ce, ils lancent le test, et les participants mesurent leurs affinités. Certains d'entre eux échouent tandis que d'autres obtiennent un score supérieur à 40%. Un des candidats qui a échoué a crié de frustration parce qu'il s'était classé 5e en conditions physiques. Quand c'est le tour de Jin, il se dirige avec arrogance vers la scène et insère le noyau de bête en lui hurlant d'obéir. Il est immédiatement classé en rang D et obtient un taux d'affinité de 60%. Cela choque tous les autres participants car Jin a obtenu un score plus élevé que la meilleure recrue de l'année précédente qui n'avait que 56%. Réalisant qu'il est au-dessus d'eux, Jin se déclare avec arrogance comme le plus fort. Alors qu'il retourne à sa place, Ying discute avec Ao et apprend qu'il vient de la cité Kixi. Elle lui demande avec curiosité pourquoi elle n'a jamais entendu parler de lui auparavant. Pour clarifier les choses, Ying lui dit qu'elle est la fille qui travaille au bureau du renseignement technique, et qu'elle est impressionnée qu'il ait réussi à rester sous son radar. Tout en le complimentant, elle lui demande s'il est la cause de la concentration anormale de brume pourpre dans la cité Shishi il y a quelques jours, mais Ao le nie. Elle le lit comme un livre ouvert et lui dit que ce n'est pas grave s'il ne veut pas avouer, mais qu'elle est très intéressée par lui. Après l'avoir écouté, il demande à Ying s'il peut lui demander des informations, et elle accepte, mais à la condition que son score au test soit supérieur au sien. Juste après leur accord, on l'appelle pour faire examiner son affinité.
Ying court joyeusement sur scène et dit à tout le monde de la regarder battre le record de Jin. Pendant que Hao se demande si elle est si forte, Jin la traite de clown pathétique. Ying prend alors la pierre, la fait tourner et l'insère dans le protège-poignet en disant à la foule de la regarder. Son résultat apparaît, et elle est classée rang D avec un score d'affinité de 78%. Tout le monde panique en voyant son score, et certains d'entre eux prétendent la connaître, l'appelant Xingli. Après s'être joyeusement pavanée, Ying retourne les rejoindre. Elle se vante d'avoir pulvérisé le score de Jin comme annoncé, ce qui énerve Jin qui ne voulait perdre contre personne. Le dernier candidat, Yanao, est appelé pour examiner son affinité. Et tandis qu'il se dirige vers le podium, il admet que Ying est très forte et en conclut qu'elle doit en savoir beaucoup, comme elle l'avait prétendu. Elle lui demande s'il ressent la pression, mais il lui dit de le regarder faire. Déterminé à obtenir un indice sur l'endroit où se trouve Xu, au jure de gagner le pari. Il ramasse le noyau de bête, notant sa noirceur comme les autres qu'il a absorbés auparavant, puis se souvient que Rui a dit qu'il devrait être au moins de rang C. O insère alors le noyau dans son protège-poignet et se demande quel sera son score. Alors qu'il anticipe son potentiel, son rang apparaît, et il est classé rang C comme prévu. Mais les autres examinateurs sont surpris car c'est le niveau d'un chef d'escouade. Lorsque le système essaie de lire son affinité, il émet un message d'erreur retentissant. Le message continue de résonner jusqu'à ce qu'il affiche finalement 0%, un résultat très décevant. Toujours dans la salle d'examen, Jin se moque de Hao, le traitant de perdant pour avoir un score d'affinité de 0%. Tout à coup, Hao commence à se sentir étrange alors que son corps se met à absorber inconsciemment le noyau de bête. Pour une raison étrange, Ying est encore plus impressionné car le pire record qu'il ait jamais vu est un score d'affinité de 1%. Elle le documente alors immédiatement, remarquant que son père serait tout aussi ravi de l'apprendre. Jin remarque que le noyau de bête a soudainement disparu de la main de Hao, alors il le signale à Lin, lui disant que Hao l'a volé. Lin inspecte alors immédiatement le protège-poignet et confirme que c'est vrai. Hao prétend ne pas savoir non plus ce qui s'est passé. À ce stade, il réalise qu'il doit trouver quelque chose rapidement pour ne pas finir en rat de laboratoire. Il décide alors de tenter un pari et d'essayer de faire passer toute la situation pour une capacité de bestialisation du noyau de bête. Il transforme sa main gauche en utilisant l'énergie qu'il a absorbée du noyau de bête, plongeant toute la pièce dans le chaos. Pendant que l'un et les autres paniquent et se préparent à l'abattre, Ying le regarde avec admiration et l'interpelle pour confirmer s'il est toujours conscient. Comme prévu, Hao répond calmement tout en faisant reprendre à sa main sa forme normale. Il explique alors que ce devait être une capacité du noyau de bête, car il s'est soudainement enfoui de lui-même. Toutes les personnes présentes sont choquées de voir que non seulement Hao n'est pas devenu fou furieux après la transformation, mais qu'il est aussi revenu à la normale facilement. Même l'un le félicite, lui disant que sa capacité est unique en son genre. Au milieu des éloges, Hao demande à Ying qui elle est et comment elle sait ce qu'elle sait. Mais alors qu'elle essaie de se donner une aura de mystère avec une réponse évasive, l'un l'intercepte. Pendant que Ying boude, l'un dit à Hao que Ying est une chercheuse senior au bureau du renseignement technique. Il se trouve aussi qu'elle est la fille du major général Jin Anqing, le chef du département de R&D technologique. Hao est complètement surpris par son statut. Quand l'un demande à Hao de rendre le noyau de bête, il explique que la chose s'est accrochée à son corps, rendant son extraction pratiquement impossible. Pendant ce temps, Jin décide qu'il doit rapporter toute l'affaire aux gens de Greenvine, car il pense que Hao ferait un sujet de test parfait pour leurs expériences. Plus tard dans la journée, Hao est emmené dans la salle de radiologie où son corps est examiné par le général Anqing, le père de Ying, et quelques autres scientifiques. D'après leur scanner, il réalise que le noyau de bête ne peut être séparé car il est complètement fusionné avec son corps. En examinant le corps de Hao, Anqing ne peut s'empêcher de supposer qu'il cache encore beaucoup de secrets. Peu après, l'un arrive avec Song Liang, le chef d'état-major général de l'unité d'intervention spéciale. À leur arrivée, Anqing demande s'ils veulent toujours s'en tenir à leur règle d'acceptation de 40% d'affinité. Quand il lui demande ce qu'il veut dire, il révèle que leur machine a dépassé toutes les mesures. Apparemment, ce qui était affiché n'était qu'une erreur, car le score d'affinité de Hao avait dépassé le maximum théorique qu'il avait réglé sur la machine. En entendant cela, le visage de Song s'illumine immédiatement. Pendant ce temps, de là où il est examiné, Hao réfléchit au fait que le noyau de cristal en lui passe lentement du noir au rouge. Il en déduit que cela doit être le résultat du noyau de bête qu'il a absorbé. En se basant sur la tournure des événements, Hao confirme alors que plus l'aberration est forte, plus il deviendra fort en les absorbant. Mieux encore, tant qu'il continuera à piller les aberrations, il continuera d'évoluer à l'infini. À l'unité d'intervention spéciale au quartier général du Blazing Blood, Rui se dispute avec son père qui ne laisse pas Hao rejoindre son escouade. Elle lui rappelle quelle est la raison pour laquelle il a rejoint le Blazing Blood. Son père la met alors en garde contre son ton et lui demande pourquoi elle se préoccupe autant de Hao. En réponse, Rui lui dit qu'elle lui a promis de l'intégrer à son équipe quand il la rejoindrait, et elle lui rappelle qu'un soldat ne doit pas manquer à sa parole. Le vieil homme strict lui dit que la promesse d'un soldat est envers son pays, pas envers un individu. Il dit que Hao a été affecté à l'équipe de Yongsan, et que cela ne peut pas être changé. Avant d'ordonner à Rui de retourner à son poste,
le vieil homme l'interroge sur sa position et lui demande si elle va se battre avec Yongsan pour une recrue. N'ayant pas le choix, Rui cède, mais elle prévoit de trouver un autre moyen de récupérer Ao. Ailleurs, au salon de la caserne, Ying arrive avec des nouvelles et informe Ao qu'il envoie des recrues au nid de bêtes récemment découvert entre la cité Kixi et la cité Ushan. Elle admet avoir obtenu la permission de leur instructeur pour faire équipe. Après l'avoir écouté, ils rencontrent plus tard l'un qui les informe qu'ils doivent enquêter et évaluer les niveaux de menace. Ils doivent être prudents car si la brume pourpre apparaît, les choses peuvent devenir imprévisibles. Ying assure à Ao que tout ira bien car elle veillera sur lui. Après le briefing, ils se mettent en route pour l'emplacement du nid de bêtes. En chemin, Ying informe Ao et Snitch qu'il y a 4 niveaux de menace pour les nids de bêtes, allant de faible à extrême, et que celui vers lequel il se dirige est une menace de niveau faible. Ying dit que c'est un type de ruche qui a un réseau complexe de tunnels internes, et que la partie la plus mortelle est les abeilles Hadar. Les abeilles sont venimeuses, et parmi elles, il y a aussi des abeilles soldats. Après avoir été briefé, Ao se demande pourquoi 3 camions de personnes sont chargés de s'occuper d'un nid de frelons alors qu'une seule personne devrait suffire. Ying essaie de clarifier, mais il remarque un énorme essaim d'abeilles se dirigeant vers eux. En voyant les abeilles se rapprocher, Ao est surpris de voir à quel point elles sont énormes. Ying lui dit alors que les abeilles ne sont pas des abeilles à miel comme il le pensait, mais des abeilles de fer de classe éclaireur. Snitch essaie immédiatement de les semer, alors il dit à tout le monde de bien s'accrocher. Soudain, il voit une nuée d'aiguilles épaisses tirer dans leur direction, et ils sont horrifiés. Ying admet même que leur voiture blindée ne peut pas résister aux attaques de dards des abeilles de fer. N'ayant pas le choix, Ao leur dit qu'il va s'occuper de la situation. Tout en notant que c'est la meilleure occasion d'essayer sa nouvelle capacité, il recouvre la portière de la voiture de son armure rouge, puis l'arrache pour l'utiliser comme bouclier pour ses mains. Après avoir sauté pour affronter les abeilles, Ao dit aux autres de se mettre à l'abri pendant qu'il s'occupe des aberrations. Il commence immédiatement à attaquer les saints, et les autres s'enfuient en voiture vers un endroit plus sûr. Pendant ce temps, Ying dit à Snitch, surpris de voir la capacité de Ao, que Ao a une capacité de transformation. Elle lui raconte comment Ao a absorbé le noyau de bête et a montré cette capacité pendant le test, mais elle ne savait pas qu'il pouvait aussi métamorphoser des objets. Après avoir réalisé que Ao peut transformer n'importe quoi en arme, Ying s'enthousiasme et déclare qu'elle étudiera Ao dès le retour. Soudain, une aiguille verte vole vers Ao et traverse son armure. Il regarde l'aiguille empoisonnée et note qu'elle est plus puissante que les dards des abeilles de fer. Ao, qui ne sait pas d'où vient l'attaque, dit aux autres d'être prudents et de se cacher derrière un rocher. L'un des éclaireurs prend un lance-flamme et court vers les abeilles, en disant que les abeilles ont peur du feu. Ying et Snitch essaient de l'avertir d'arrêter, mais un puissant dard vert frappe le gaz de son lance-flamme, qui explose, et il est brûlé vif. Tout en repoussant les abeilles soldats, Ao interroge Ying sur les puissants dards et sur qui les tire. Elle dit que c'est une attaque d'une reine de classe chien de chasse dont le dard caudal contient un venin qui peut corroder n'importe quelle armure de grade inférieur à C. C'est alors que Ying réalise qu'ils font face à une classe chien de chasse, ce qui est bien au-dessus des informations qu'on leur avait données. Elle panique en apprenant que leurs informations initiales sont fausses et qu'ils font face à une menace bien plus sérieuse. Ao crie alors de lui dégager un chemin pour combattre la reine des abeilles. Toujours caché derrière le rocher, Ying active ses pouvoirs et lance une tempête, une attaque de vent, sur les abeilles soldats. L'attaque les projette au loin et laisse le chemin vers la reine libre, alors Ao fonce droit sur elle. L'attaque de vent dissipe également le brouillard pourpre autour de la reine. Puis Ao prend le bouclier porte transformé qu'il a fabriqué plus tôt et le métamorphose en une énorme lance. Avec cela, il prend position et la lance sur la reine. Toujours au cœur des bois, Ao lance son arme nouvellement assemblée sur la reine des abeilles, et elle la frappe en un point vital. Mais malgré une telle attaque, l'abeille reste complètement imperturbable, à leur grand choc. Pendant que l'abeille essaie de s'échapper, Ying réalise que quelque chose cloche. Elle ordonne immédiatement à Ao de ne pas la laisser s'enfuir car la classe chien de chasse B se transforme lentement en une aberration de classe suzerain, mais c'est inutile. Ao a épuisé sa réserve de brouillard pourpre, et sans source où puiser, tout ce qu'il peut faire est de rester là et de regarder le monstre s'enfuir. Alors qu'il est allongé là, Ying le taquine en parlant de le réanimer avec du bouche à bouche, mais il lui fait comprendre qu'il n'est pas comme P. Diddy qui aime les petites filles. Peu de temps après, l'équipe décide de signaler la situation au quartier général. Après avoir envoyé un message au QG, Ying scanne la zone avec l'un de ses appareils et confirme que la concentration de brouillard pourpre dans le nid est faible. Une fois cela confirmé, elle dit à Ao qu'il devrait pouvoir y entrer avec des combinaisons de protection. Ao semble être contre l'idée, car il pense qu'il devrait attendre des renforts, mais Ying le convainc du contraire. Selon sa logique, le monstre est déjà blessé, donc ils auront une meilleure chance de l'achever avant qu'il ne puisse se régénérer. De plus, en battant la reine des abeilles, ils auront accompli une mission au-dessus de leur rang, ce qui signifie plus de récompenses. Pendant ce temps, au quartier général, on voit Song discuter avec l'un de l'importance de Ao. Il souligne que d'autres factions, ainsi qu'un groupe de savants fous, ont manifesté de l'intérêt pour ses capacités et sont impatients de faire de lui un atout de haut niveau. Il ordonne ensuite à l'un de le surveiller afin qu'il ne finisse pas par perdre quelqu'un d'aussi spécial que lui. Presque immédiatement après leur discussion,
le message transmis par l'équipe de Ao arrive. Lorsqu'ils apprennent la situation, Song, qui soupçonne également que quelque chose cloche, ordonne à l'un d'envoyer l'unité de Rui en renfort. La priorité est d'assurer la sécurité de Ao et Ying, ainsi que d'anéantir la bête. Ils sont peu après interrompus par Yoongi, le vice-capitaine de Rui et le frère cadet de l'un, qui vient de sortir de l'hôpital. Bien que l'un soit surpris de le voir déjà sorti, Song lui ordonne de se présenter aux côtés de Rui et de lui servir d'adjudant pour la mission une fois de plus. Étant les seuls membres avec les combinaisons de combat protectrices, Ao et Ying s'avancent vers le nid pendant que les autres membres de l'équipe restent en arrière. Quand ils arrivent à l'entrée, Ying confirme avec son appareil de balayage que les lectures d'énergie n'ont pas beaucoup changé, mais elle fait remarquer que si la reine des abeilles évolue complètement, les choses pourraient mal tourner pour eux. Soudain, la reine des abeilles sort en trompe du nid, et malheureusement pour eux, elle a déjà subi sa transformation complète. Cette fois-ci, elle est devenue une reine mutante à dard empoisonné et à armure de fer. Pour ne rien arranger, un bon nombre des autres abeilles à dard sont aussi devenues plus fortes d'une manière ou d'une autre. Au même moment, la concentration de brouillard pourpre dans la zone devient extrêmement élevée, et cela commence à affecter sérieusement Ying. Elle se demande pourquoi son appareil n'a pas détecté cela plus tôt et pourquoi le niveau de résistance de leur combinaison est soudainement plus bas. Il leur apparaît alors qu'il y a probablement une taupe au sein du Blazing Blood qui les a intentionnellement sabotés. Tandis que Ying s'affaiblit à cause de l'effet du brouillard pourpre, Ao l'utilise pour se régénérer. Les abeilles commencent à attaquer, donc Ao est forcé d'emmener Ying à une distance de sécurité pour qu'elle ne le gêne pas. Il trouve un endroit parfait, bien ventilé, où il décide de la cacher. Il lui ordonne alors de contacter le QG et de dire au renfort d'apporter des combinaisons de protection adéquates pour eux, tandis qu'il se retourne pour repartir. Avant qu'il ne parte, Ying lui fait promettre de revenir vivant, sinon elle le poursuivra jusqu'en enfer, et il accepte. Face à la reine, elle se décide, cette fois, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. Il décide alors de tout donner, absorbant du brouillard pourpre et l'utilisant pour préparer une attaque d'énergie massive qu'il vise sur la bête mutante. Toujours dans la grotte et entouré par les abeilles, Ao réplique le canon à énergie du scarabée boss, tout en notant qu'il n'a assez d'énergie que pour un seul tir. Il condense la boule d'énergie, la pointe vers elle, et la fait exploser. L'attaque massive frappe les abeilles en plein visage puis perce à travers le nid. En attendant que la poussière retombe, Ao espère que l'attaque a fonctionné, mais il découvre alors qu'aucune des abeilles n'a été affectée par l'explosion d'énergie, et il est choqué du résultat. 3 minutes plus tôt, Ying avait démonté l'appareil de mesure du brouillard pourpre et l'avait reconfiguré correctement pour qu'il fonctionne bien. Après l'avoir remonté correctement, l'appareil l'a alerté du danger de la zone, concentrée en brouillard pourpre, et du fait qu'il avait dépassé leurs limites. Surprise et effrayée de voir l'appareil afficher des lectures 2 fois supérieures au seuil, Ying se demanda comment c'était possible. Elle a soudainement entendu une forte explosion, alors elle est sortie pour voir ce qui se passait. En voyant le résultat, Ying note que l'explosion a dû agiter la concentration du brouillard, le rendant plus dense. Elle réalise que toutes les abeilles de classe inférieure ont évolué en classe chien de chasse. Ao, de son côté, reçoit une dose de brouillard pourpre. Il transforme donc ses mains en bouclier et se bat sur la défensive. Le combat s'éternise, et Ao se plaint intérieurement de manquer d'énergie plus vite qu'il ne peut en récupérer avec le brouillard pourpre. Ying le voit et s'inquiète en apercevant les veines rouges sur son cou. Elle soupçonne que sa combinaison a aussi dû être sabotée. Remarquant que les relevés de brouillard crèvent toujours le plafond, Ying crée une boule de vent et la lance sur Ao pour l'aider à disperser le brouillard pourpre autour de lui. Lorsque la boule s'approche de Ao, elle la fait exploser comme une bombe, ce qui dissipe le brouillard autour de lui. Surpris, Ao se demande qui a bien pu lancer une telle attaque car il est maintenant privé de sa source de pouvoir. Les abeilles tirent alors leurs dards sur lui, alors il essaie de bloquer les attaques avec sa main transformée. Malheureusement, les dards pénètrent son armure, et il est alors paralysé par leur poison. Soudain, il sent une attaque tirée sur lui par derrière. Mais à cause de l'effet de paralysie, Ao réalise qu'il ne peut pas réagir à temps. Surgi de nulle part, Yoongi-lin apparaît et l'encaisse avec sa peau blindée, une capacité spéciale innée tout comme le vent de Ying. Ao est surpris de le voir, alors il interpelle l'un, mais l'un lui dit de se concentrer car le combat n'est pas terminé. Les abeilles les assaillent et se préparent pour une autre vague d'attaque, mais elles sont soudainement abattues par des rayons violets. Ao suit la ligne de tir et aperçoit Rui, alors il lui demande ce qu'elle fait là. Rui lui dit alors qu'elle a reçu l'ordre du quartier général de fournir un soutien. D'un mot, elle ordonne à ses hommes de nettoyer les abeilles, et ils chargent avec leurs armes. Rejoignant Ao dans le nid, les membres de l'équipe de Rui apportent un soutien efficace en bloquant le passage avec du feu et en brûlant certaines des abeilles. Ao et Yoongi reçoivent alors l'ordre de se replier et de se regrouper immédiatement. Alors qu'ils se replient, la reine des abeilles, qui a survécu à l'attaque précédente de Ao, leur tire un dard massif à distance, prenant tout le monde par surprise. Voyant l'attaque, d'autres membres de l'équipe essaient de les avertir de faire attention, mais Rui leur dit de ne pas s'inquiéter et de continuer à courir. Elle verrouille alors instantanément sa cible et décide d'utiliser une attaque spéciale qu'elle gardait pour la fin, l'annihilation électromagnétique.
C'est une attaque qui crée un champ électrique à haute tension qui détruit et paralyse tout ce qui se trouve à sa portée. L'effet de l'attaque est si puissant qu'il détruit le dard et frappe directement la reine des abeilles. Tandis que la reine tente de s'échapper, Rui dit à tout le monde qu'elle ne peut pas aller loin car elle est déjà paralysée. Elle dit à ses hommes de se concentrer sur l'élimination de l'essaim environnant pour donner la priorité au sauvetage. Al, pendant ce temps, est encore assez surpris que Rui possède une capacité aussi puissante. Yeonji lui explique alors que la dernière fois qu'ils ont été piégés sous terre, elle n'avait pas son équipement de combat principal, et c'est pourquoi elle ne pouvait pas se battre à pleine puissance. Pendant que les hommes de Rui sauvent Ying de là où elle se trouvait, Ao profite discrètement de l'occasion pour s'éclipser afin de refaire le plein d'énergie du brouillard pourpre. Il sait que sa dernière explosion d'énergie canon n'était pas suffisante pour vaincre la reine, mais il est toujours déterminé à continuer d'essayer. Après avoir réussi à remplir ses réserves, il remarque que tout l'espace entre en agitation. En se retournant, il est alors choqué de voir que la reine a également décidé d'absorber tout le brouillard pourpre restant dans le nid bien qu'elle soit affaiblie. Il ne leur faut pas longtemps pour réaliser qu'elle commence à évoluer à nouveau vers une classe supérieure. En se basant sur la quantité de brouillard pourpre qui est invoquée, l'appareil de Ying commence à s'emballer. Elle réalise alors que le nid n'est pas un nid ordinaire, mais un nid de haut niveau. Un grand essaim d'abeilles de classe chien de chasse apparaît soudainement par derrière, plongeant toute l'équipe dans la panique. O ordonne alors aux autres de s'occuper de l'essaim pendant qu'il décide d'affronter le boss seul. Chargeant à toute vitesse, O utilise une série d'attaques rapides sur la créature, mais sa peau résistante semble impénétrable. Il est alors forcé de tenter une autre attaque explosive par condensation en combat rapproché. Au début, on dirait que l'attaque l'achève, et O commence déjà à jubiler. Mais il se rend compte de son erreur, et la reine lui tire un dard massif, qu'il ne parvient qu'à peine à esquiver. Il réalise alors que la bombardée d'énergie ne suffira pas à lui porter un coup fatal, et pour cette raison, il aura besoin d'une arme appropriée. Heureusement pour lui, il trouve le dard que la reine a tiré et décide d'adopter une approche différente. Le ramassant, O utilise sa capacité de matérialisation et d'entrelacement et le transforme en une arme à l'allure puissante. Il l'utilise ensuite pour charger la reine des abeilles, qui lui tire une autre série de dards mortels. Après avoir esquivé les dards, O infuse l'arme avec toute l'énergie pourpre restante dans son corps et l'utilise pour porter un coup fatal. Cette fois-ci, la reine n'y survit pas. Après avoir abattu la reine, O reçoit son noyau de bête de classe suzerain qui fusionne avec son corps et lui confère une énergie si puissante qu'elle le fait s'évanouir. Pendant ce temps, le reste des abeilles s'affaiblit soudainement, alors l'équipe les vainc facilement. Il panique alors en remarquant O gisant sans vie sur le sol. Au nid de la bête, après avoir absorbé le noyau de bête, O s'évanouit. Et quand ils l'aperçoivent, Ying vérifie son rythme cardiaque et ses signes neurologiques et découvre qu'ils sont en plein désarroi. Ying pense que O a été exposé à trop de brouillard pourpre et qu'il pourrait perdre la raison. En apprenant l'état de santé de O, Rui ordonne à l'un d'utiliser le module médical mobile sur O pour bloquer sa transmission neuronale. Il obéit, et ils installent temporairement un campement à l'extérieur du nid de la bête. Là, O est placé dans le module, et ils informent Snitch de l'état de O. Rui charge alors Ying de surveiller et de stabiliser les paramètres du module. Dès que le module est activé, il injecte à O un anesthésiant. Puis Ying rappelle à Rui que ce n'est qu'un traitement temporaire, car ils devront amener Ao au quartier général dès que possible. Pendant ce temps, dans l'esprit de Ao, il lutte contre un alter ego qui veut qu'il accepte la bestialisation. L'alter ego le maîtrise facilement et tente de lui imposer sa volonté. Alors que Ao a des flashbacks et se demande s'il va mourir, l'alter ego le plaque au sol. Soudain, Ao voit ses parents lui dire de continuer à vivre et de prendre soin de sa sœur. Il se souvient alors que Shi lui a demandé de promettre de revenir en toute sécurité. Non seulement elle, mais ses camarades apparaissent aussi dans sa vision, lui disant de se réveiller et de ne pas abandonner. Déterminé et nourri de paroles d'encouragement, Ao réalise que tout le monde l'attend, alors il renforce sa détermination à vivre et se souvient qu'il doit retrouver Su. La volonté de vivre pour protéger tout le monde devient si forte qu'elle enchaîne littéralement son alter ego. Cette fois, il se relève et dit à l'ego que ce n'est pas seulement sa responsabilité, mais la leur. Sur ce, l'ego est dépouillé de l'énergie de la bête, et Ao l'absorbe dans son corps. Pendant ce temps, le noyau intérieur de O change de forme, et il voit à quel point devenir plus fort est un fardeau. Après avoir terminé le processus, il essaie de se réveiller, mais se demande alors pourquoi il ne peut ni faire cela, ni bouger son corps. Pendant ce temps, les soldats rencontrent une forte tempête de sable, alors l'un conseille aux autres de rester dans une vieille ruine à 3 km de là. Rui demande d'abord à confirmer l'état de O, et une fois qu'elle apprend qu'il est stable, bien que toujours inconscient, elle accepte le plan de l'un. Ils se rendent en voiture à la vieille ruine, et en arrivant, ils descendent pour se reposer jusqu'à la fin de la tempête. Ne baissant pas sa garde, Rui a l'impression qu'ils sont observés, alors elle ordonne à Ying de scanner la zone à la recherche de concentration de brouillard pourpre et de signatures thermiques. Elle ordonne ensuite à ses hommes de protéger Ao, leur rappelant que c'est l'ordre prioritaire du quartier général. Ignorant qu'ils sont observés par un groupe de pillards, les soldats ont le dos complètement à découvert. Les pillards attaquent alors les soldats avec des arbalètes enduites de venin de guêpe. Heureusement, l'un le voit à temps et leur ordonne de se mettre à l'abri.
Comme si cela ne suffisait pas, les pillards leur lancent un énorme rocher, alors Rui pousse le module de haut en sécurité d'un coup de pied avant de briser et d'esquiver les débris. L'un durcit alors son corps et protège Ying, qui crie de peur à cause de l'effet des débris. Cette fois-ci, les pillards montrent leur visage, et ils reçoivent l'ordre de vaincre et de piller les soldats. Ils lancent sur les soldats des bouteilles contenant le liquide paralysant d'une bête de classe dominateur avant de charger sur eux. Un type macho essaie d'attaquer Rui, la croyant être une faible petite fille, mais elle l'envoie valser d'un coup de pied surpuissant. C'est alors qu'elle remarque que les pillards ont lancé un crochet sur le module. Alors qu'ils l'entraînent, Rui essaie de les poursuivre, mais son corps s'effondre à cause de l'effet paralysant des bouteilles. Les pillards pensent que le module doit être un trésor, car ils ont vu les soldats le protéger plus tôt. Même Ying essaie de le poursuivre, mais elle reçoit une flèche dans le pied. Malgré l'immense douleur qu'elle ressent, elle crie le nom de Ho et regarde avec incrédulité les pillards emporter le module. Quelque temps après la capture de Ho dans les ruines, Rui et les autres reprennent conscience après avoir été paralysés par le poison. Pendant que Rui soigne la blessure de Ying, elle se blâme sévèrement, se qualifiant de chef incompétente pour ne pas avoir pu accomplir un objectif simple. Étant donné la parfaite exécution des événements, Ying est convaincu qu'on leur a tendu un piège, car les pillards connaissaient déjà leur mouvement à l'avance. Comme il y a toujours une forte tempête de sable dehors, Rui sait que les pillards n'ont pas pu se déplacer à la surface. Après avoir fouillé le bâtiment, l'équipe trouve une cage d'ascenseur abandonnée, qui semble être l'entrée d'une cachette. Rui divise alors immédiatement l'équipe. Elle ordonne à certains membres de l'équipe de sécuriser la sortie et de protéger Ying, tandis qu'elle ordonne aux autres de venir avec elle. Snitch, qui se trouvait dans l'autre équipe, insiste pour venir, mais Rui refuse sa demande car il n'est pas un combattant. Il se lance alors dans un discours émouvant sur le fait qu'il ne peut pas rester les bras croisés alors que son soi-disant meilleur ami est en danger, alors Rui est forcé de l'emmener. Pendant ce temps, dans la cachette des pillards, il se demande ce qui peut bien se trouver à l'intérieur de la boîte pour qu'elle soit si lourde. Quand ils essaient de l'ouvrir, ils perdent un bon nombre de leurs armes car la boîte s'avère impénétrable. Un jeune enfant s'avance alors, déclarant qu'il peut ouvrir la boîte, mais qu'ils devront d'abord aller sous terre. Le reste des pillards se moquent de l'enfant car ce qui se trouve en dessous est une impasse. Même le chef commente que c'est bien trop dangereux sous terre pour que des gens comme eux survivent, mais le garçon continue d'insister sur le fait qu'il y a une clé là-bas. Il fait alors un pari, s'il y arrive et qu'ils n'est pas capables d'ouvrir la boîte, ils pourront le tuer comme bon leur semble. Sinon, ils devront le laisser partir. Les pillards sont alors forcés d'accepter ces exigences. Oh, cependant, qui a été conscient tout ce temps, est capable de comprendre qu'il a été emmené dans une cachette ennemie. Après que son noyau de cristal a été amélioré, ses capacités sensorielles ont également été renforcées. Maintenant, il avait non seulement pris conscience de ce qui se passait dans son environnement, mais aussi de l'état de son corps, ainsi que du niveau exact de ses statistiques et de sa réserve d'énergie pourpre. Il avait également acquis une capacité spéciale de glande à venin de la reine, ce qui lui semble assez intrigant. Tandis que certains des pillards restent en arrière, les autres, menés par le jeune enfant, emmènent la boîte sous terre à la recherche de la clé. Quand ils y arrivent, l'enfant pointe un morceau du squelette d'une aberration morte et leur dit que cela les aidera à ouvrir la boîte. Soudain, la boîte s'ouvre d'elle-même, et les hommes sont choqués de voir une personne en sortir. Oh, qui attendait l'occasion parfaite pour tester sa nouvelle compétence, utilise l'effet de la glande à venin sur certains des pillards, et cela s'avère efficace. Le chef suppose que Ho s'est intentionnellement laissé capturer juste pour infiltrer leur base. Il commence alors à bluffer, se vantant d'avoir été un guerrier de rang et que tuer Ho ne devrait pas être un grand problème pour lui. Il charge sur Ho avec un morceau de squelette de l'aberration, mais Ho le met à terre facilement d'un seul coup de poing. Il lance alors un regard noir au jeune enfant qui s'évanouit immédiatement de terreur. En se basant sur l'amas de squelettes d'aberration dans la zone et le type de dégâts qui leur ont été infligés, Ho peut en déduire qu'ils ne sont pas morts de cause naturelle. Quelqu'un a dû délibérément les rassembler dans la fosse et les faire se battre jusqu'à la mort. Peu de temps après, grâce à ses sens développés, Ho peut capter les signaux électromagnétiques de Rui venant d'Enno. Il remarque alors qu'elle est aussi impatiente que jamais. Pendant ce temps, à la cachette, Rui et le reste de l'équipe éliminent tous les pillards, mais ne trouvent toujours aucune trace de Ho. Alors qu'il commence à s'inquiéter, Ho saute du trou immense au centre de la pièce, portant le jeune enfant. Après que Ho soit sorti nonchalamment du trou en portant l'enfant blond qui s'était évanoui plus tôt, Rui et les autres lui demandent ce qu'il y a en bas, et il leur dit que ça ressemble à une arène de combat de bêtes abandonnées. L'un se demande s'ils doivent enquêter, mais Rui leur dit que leur priorité absolue est de retourner au quartier général, et qu'ils pourront envoyer une équipe pour cela plus tard. Snitch demande alors à Ho qui est l'enfant qu'il porte, et à leur surprise, le garçon saute des bras de Ho et essaie de le poignarder avec un couteau. Malheureusement pour lui, Ho couvre l'endroit avec une armure d'écaille puis brise sa lame. Il demande au gamin s'il veut mourir, mais le garçon allaitant se tenant la gorge et traite les soldats de salauds. Les soldats voient les cornets sombres du garçon et les marques rouges autour de son visage et en concluent qu'il souffre de l'infection du brouillard pourpre. Ho l'assomme, et Snitch aperçoit une carte d'identité tombée. Il la ramasse et découvre qu'elle appartient à Chip, son camarade de l'unité de patrouille de Chichi. Il montre la photo à Rui,
et elle soupçonne que la personne sur la photo est le grand frère du garçon. Snitch porte alors le garçon, sur ordre de Rui, pour l'emmener au quartier général afin qu'il y soit soigné et interrogé. Alors qu'il retourne à la voiture, O essaie d'absorber l'énergie du brouillard cramoisi du gamin, pensant que cela pourrait ralentir le processus d'infection du garçon et le sauver. Quelque temps après, alors que l'escouade arrive à la caserne du quartier général de Huchan, un soldat en informe Jin. Rui, de son côté, ordonne à l'un d'emmener Ying à l'infirmerie, mais ils sont surpris quand un soldat les arrête et leur dit qu'on leur a demandé de subir une inspection de quarantaine immédiate car ils reviennent d'une zone de brouillard cramoisi à haut risque. Surpris, Ao demande depuis quand cette règle est en place, mais le soldat de garde lui dit que cela a été ordonné par leur supérieur. Il demande à Ao et aux autres de se déshabiller et de subir une désinfection et un examen. Rui demande alors au soldat qui l'a autorisé précisément, puis elle lui ordonne d'appeler le supérieur. Peu de temps après, il se présente avec Jin, qui ne s'attendait pas à ce que Rui soit de retour avec Ao et les autres. Réalisant que son plan a été déjoué, Jin dit à Rui que c'est un malentendu, affirmant que son escouade et Ying, qui sont des vétérans et des chercheuses de guerre, n'ont pas besoin de l'inspection. Mais comme c'est la première fois pour Ao, il devrait suivre les procédures. Rui intervient immédiatement en disant que ce n'est pas nécessaire, et elle dit à Ao d'ignorer Jin. Alors qu'ils entrent tous, Jin leur dit d'attendre et désigne le garçon que Snitch porte. Il traite le garçon de chose, et en apprenant qu'il a un lien avec quelqu'un de l'équipe de patrouille, Jin traite l'enfant d'ordure et insulte l'équipe. Jin ordonne alors à ses hommes de se saisir du garçon, alors ils pointent leurs armes sur Snitch et s'attendent à ce qu'il se rende. Cela met Snitch en colère, et Rui, qui observait, est sur le point de réagir face à Jin, mais O l'arrête et lui dit de le laisser s'en occuper. Il active sa glande à venin et touche l'épaule de Jin, lui disant d'arrêter. Au début, Jin essaie de lui répondre pour avoir été défié, mais le poison fait effet, et il se demande quand O l'a infecté. O parle alors à voix basse, révélant qu'il sait que Jin le déteste, mais il lui dit de reculer tant qu'il le peut encore. Il parle ensuite à Jin avec condescendance, se moquant de lui alors qu'il tombe au sol. Pendant que Jin peine à respirer, Ao ordonne aux hommes de Jin de l'emmener à l'intérieur pour se reposer. Jin maudit Ao à voix basse tout en le regardant s'éloigner avec les autres. En chemin, Rui, curieuse, lui demande ce qu'il a fait, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, Jin sera juste cloué au lit pour quelques jours. Après avoir rendu compte de leur mission et que Ying a été soigné, Ying informe le chef d'état-major et son père que sa combinaison de combat était non seulement enduite d'un agent corrosif à action lente, mais que sa fonction de protection a échoué après avoir été exposée à une forte concentration de brouillard. Le chef d'état-major en conclut également qu'il y a une taupe qui ne voulait pas qu'elle revienne. Il se tourne vers O et lui dit qu'il est aussi l'une des cibles. O corrige son idée en disant qu'il était la cible principale tandis que Ying a juste été prise entre deux feux. L'homme informe alors O qu'il est suspendu de toutes activités de terrain jusqu'à ce qu'il aille au fond de l'affaire. Le père de Ying, qui est le chef de la recherche, intervient en demandant au chef d'état-major de faire un travail approfondi et de trouver des gens de confiance pour débusquer la taupe. L'homme accepte puis ordonne à Rui de veiller sur Ying et O pour le moment. Quelques jours plus tard, O se repose sur une chaise à l'extérieur du bâtiment de bureau et réfléchit aux récents événements. Alors qu'il se demande quoi faire, Snitch court vers lui et lui dit qu'il a trouvé une photo qui ressemble à sa sœur sur le garçon qui l'ont ramené des vieilles ruines. Choqué, O saisit le bras de Snitch et lui demande à nouveau s'il est sérieux. Au quartier général du sang flamboyant, O et Snitch se dirigent vers la chambre où le petit garçon est soigné. Quand ils arrivent, le médecin leur dit que son état est bien plus stable qu'à son arrivée, mais qu'ils devront tout de même le garder en observation. O fait alors sortir le médecin pour qu'il ne soit pas témoin de ce qu'il s'apprête à faire. Quand le médecin part, il prend la photo dont Snitch lui a parlé et confirme que la fille dessus est bien Xu. Il commence alors à interroger le gamin pour savoir où il l'a rencontré. Le garçon répond qu'il l'a seulement rencontré dans un centre de réinstallation pour réfugiés il y a 6 mois. Quand Ao l'interroge sur sa localisation, le garçon craque et commence à perdre la tête sous l'effet du brouillard cramoisi dans son corps. Malgré tout, il continue de crier quelque chose à propos du fait qu'ils sont tous partis, y compris son frère qui avait promis de revenir. Entendre ces mots débloque un souvenir chez O, qui se souvient aussi avoir promis à Xu qu'il reviendrait avant que tout l'incident ne se produise. Snitch intervient alors en disant qu'un homme nommé Shuo était chargé d'évacuer les réfugiés à l'époque, mais qu'il a été affecté à une autre mission en plein transfert, ce qui l'a fait disparaître. Elle trouve assez étrange qu'un officier ait été affecté à une autre mission au milieu de sa mission initiale, mais Snitch lui dit qu'ils consulteront les dossiers de mission pour confirmer les détails plus tard. À la surprise de Snitch, Al pose sa main sur le garçon et commence à absorber l'énergie cramoisie de son corps. Il lui dit ensuite de garder sa secret pour que personne d'autre ne le découvre. Après avoir absorbé l'énergie, le gamin redevient normal. Al lui dit alors qu'il l'aidera à retrouver son frère à condition qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur la fille de la photo. Le garçon semble toujours confus par tout ce qui se passe mais décide de faire confiance à Al, alors il lui dit tout ce qu'il sait sur Xu. Plus tard ce jour-là, à la cafétéria de la base, Snitch exprime ses inquiétudes quant au fait que Ao retourne sur le terrain à la recherche de sa sœur, mais il semble avoir déjà pris sa décision. Snitch parle ensuite du fait qu'il y a toujours une taupe dans l'armée,
raison pour laquelle Rui lui a ordonné de le suivre partout et de lui faire un rapport directement. Ao répond calmement qu'il a rejoint l'armée uniquement pour sa sœur, et que même Rui ne peut pas l'empêcher d'essayer de la retrouver. À leur grande surprise, Rui, qui les espionnait depuis le début avec Ying, les interrompt pour dire qu'elle n'a jamais eu l'intention de l'arrêter. Toute l'équipe se déplace alors dans une salle privée où ils peuvent discuter plus librement. Là, Ying révèle des images de surveillance de la chambre d'hôpital du petit garçon. Ao réalise donc que son secret est déjà découvert. Rui intervient, le médecin qui l'a fait sortir lui a fait un rapport, alors elle a demandé à Ying de récupérer les images. Elle dit alors à Ao qu'elle ne l'arrêtera pas, mais qu'elle l'accompagnera plutôt dans sa mission. Comme prévu, les autres acceptent également de se joindre à eux. Ao leur révèle alors son plan et sa stratégie. Plus tard ce jour-là, dans les ruines à la périphérie de la ville de Qixi, Zhang, qui a mystérieusement découvert les déplacements de Ao, est vu en train de faire un rapport à un homme étrange sur ses progrès actuels. Apprenant que Ao est actuellement en route pour la ville de Qixi, l'homme étrange s'enthousiasme et le signale au chef Hong. Quelques jours plus tard, au point de contrôle de la périphérie de Qixi, un grand nombre de gardes bloquent la circulation et commencent à inspecter les voitures. Par conséquent, Ao, Rui et Snitch se retrouvent coincés dans les embouteillages. L'équipe avait laissé Ying derrière pour fournir un soutien virtuel avec l'équipement militaire de la base. Toujours dans les embouteillages, Ao taquine Rui à propos de la voiture élégante qu'elle a choisie pour la mission, et elle répond que comme ce n'est pas une mission officielle, ils doivent être plus discrets. Au moment où les gardes de la ville arrivent à leur voiture et s'apprêtent à l'inspecter, un grand nombre d'aberrations de loups de la crête de fer surgissent de nulle part et commencent à les charger. Choqués, les gardes prennent leurs jambes à leur cou, abandonnant les gens coincés dans les embouteillages. Ao décide alors de sortir et de s'occuper de la meute. Aux portes de la ville, Ao voit la bête loup poursuivre les civils, il intervient donc en tranchant un en deux. Cela choque le passant qui a failli se faire dévorer, mais Ao lui dit de courir s'il veut vivre. Ao voit que les monstres sont de classe éclaireur, et alors qu'il les regarde charger droit sur lui, il se souvient d'un incident familier. À l'époque, c'était quand il essayait de s'enfuir avec Xu. Mais cette fois, Ao dit qu'il ne laissera pas une telle chose se reproduire. D'une seule attaque, il abat toute la meute de loups. Le corps de défense de la ville est terrifié par sa force et en conclut qu'il doit être celui qu'il recherche. L'un d'eux se précipite pour informer Zhang que Ao est arrivé. Pendant ce temps, Snitch félicite Ao pour ce massacre à sens unique, puis Rui dit qu'elle s'occupera du reste. Elle se présente en montrant sa carte d'identité aux officiers de la défense de la ville avant de leur ordonner d'arrêter leurs inspections et de laisser les civils entrer dans la ville. Les soldats s'exécutent, et Rui entre en voiture avec les autres. En route vers le quartier général de la patrouille, Ao lui dit qu'il a l'impression que les officiers avaient un autre motif pour les inspections qu'ils ont menées. Elle lui demande ce que c'était, et il lui répond qu'il semble qu'ils cherchaient quelqu'un. Il n'y réfléchit pas trop car leur objectif est de consulter les dossiers de Shuo. En arrivant au quartier général de la défense de la ville, il parcourt les dossiers mais ne trouve aucune trace de Shuo. Rui trouve également suspect de ne pas le trouver dans la base de données. À ce moment-là, Snitch panique en découvrant que ce n'est pas seulement Shuo, mais beaucoup d'autres soldats, et même la liste de base a disparu. Rui leur fait également part de ses découvertes, et il se demande si c'est une impasse. Ao demande s'ils ont d'autres options, alors Rui contacte Ying et lui demande d'examiner l'affaire de son côté. Ying rassure Rui, mais demande un peu de temps, et Rui transmet le message aux autres. Il loue Ying pour ses compétences, et pendant qu'ils attendent, Snitch a une idée, il suggère donc de rendre visite à son ancien capitaine, Jia. Comme Jia a été le mentor de Shuo à l'époque où l'unité de patrouille a débuté, ils se rendent chez Jia et trouvent l'endroit en désordre. Après avoir examiné les lieux, ils découvrent qu'il y a des marques fraîches partout, et qu'il y a eu une lutte dans la pièce. Ao en conclut que l'équipe de défense de la ville est derrière l'incide, ce qui surprend Rui, qui lui demande pourquoi. Snitch lui raconte alors comment l'équipe intimidait Jia à l'époque, mais que Ao était intervenu et leur avait donné une raclée. Alors que Snitch conclut qu'il s'agit d'un plan de vengeance, Ao réalise qu'il était la cible de la défense de la ville depuis le début, il déclare donc qu'ils vont les affronter de front. Dès qu'ils quittent l'appartement, ils voient deux membres du corps de défense de la ville à l'extérieur qui leur disent qu'ils les cherchaient. Rui leur demande leur identité, et l'un d'eux, appelé Liben, l'adjudant de la défense de la ville, se présente. Il leur dit qu'il vient de recevoir la nouvelle de leur arrivée, et il veut qu'il l'aide à chercher Jia. Rui trouve cela suspect car ce ne sont pas les affaires de son équipe, alors elle lui demande pourquoi. Mélie lui dit que les aberrations autour de Qixi ont été inhabituellement actives, et que ses forces ne sont pas suffisantes pour les arrêter. Ao murmure à Rui, et elle accepte la mission, mais à la condition que Li les suive. Li prend peur et essaie de se défiler, mais Rui lui dit que ce n'est pas une demande et le menace de le faire exécuter sur le champ s'il refuse. Sur ce, il est contraint de les accompagner, et ils se rendent en voiture sur les lieux. En chemin, Al demande à Li ce qu'il voulait dire par le fait que les aberrations sont devenues importantes ces derniers temps. Ao demande alors si Li a envoyé Jia à sa mort, mais Li le nie avec véhémence et dit que c'est Jia qui a insisté pour partir en mission. Après un moment, ils arrivent sur les lieux et sortent du véhicule. En observant l'endroit, Ao sent que quelque chose cloche et en parle à Rui. Il dit qu'on leur a dit que l'endroit grouillait d'aberrations,
mais qu'aucune n'a été repérée jusqu'à présent. Pendant ce temps, Lee fouille maladroitement son téléphone pour que quelqu'un vienne le chercher au véhicule. Alors qu'il s'inquiète de la situation actuelle, Snitch le repère et lui demande ce qu'il fabrique, mais Lee l'ignore et essaie de s'éloigner, disant qu'il laisse l'affaire entre les mains de Rui. Heureusement, Rui lui bloque le passage et lui dit qu'il n'ira nulle part. Elle lui demande son objectif, mais un bruit de tonnerre les surprend. Un éclair brillant frappe près d'eux, et Lee se recroqueville comme une fille en criant qu'il ne veut pas mourir. Rui évalue calmement la situation et voit une bête tonnerre de classe suzerain. Il réalise que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de bête de bas niveau dans les parages. À la périphérie de la ville, Rui et Snitch sont choqués de voir l'énorme bête tonnerre de classe suzerain. En comparant cela aux activités anormales des autres bêtes et à l'équipe de patrouille qui a soudainement disparu des radars, ils parviennent à déduire que tout semble planifié. Pendant ce temps, l'adjudant Lee, qui était au courant de toute la situation depuis le début, essaie de s'éclipser, mais Rui ordonne à Snitch de l'arrêter. Alors que Snitch le poursuit en lui ordonnant de s'arrêter, il répond qu'il serait idiot de s'arrêter alors que la mort le regarde droit dans les yeux. Tout à coup, le monstre leur lance une attaque de souffle massive, et ils parviennent à peine à l'esquiver. Rui dit alors à Ao d'essayer de le retenir pendant qu'elle va chercher son arme. Pendant ce temps, on voit Zhang sur un toit voisin, contrôlant le monstre avec une sorte de technologie avancée. Un de ces hommes demande si la technologie est suffisante pour vaincre une bête aussi féroce, et il répond simplement que la technologie qui les soutient dépasse de loin leur imagination. Grâce à cette technologie, ils ont construit une installation complète de domptage de bêtes où ils élèvent des bêtes encore plus puissantes. Zhang pense que tant qu'ils pourront capturer Ao et le livrer aux gens qui les soutiennent, la ville entière sera à lui. Sur la scène du combat, Ao comprend que la bête tonnerre est une bête de type élémentaire qui se bat en utilisant de l'énergie, il pense donc que sa capacité de glande à venin serait très efficace contre elle. Il charge dessus pour lui porter une attaque empoisonnée, mais pour une raison quelconque, il est repoussé par la force électromagnétique entourant la bête. Étant donné que le champ électromagnétique a annulé de force sa forme de bête, Ao réalise que c'est quelque peu similaire à l'attaque de Rui. Réalisant que le monstre n'est pas une aberration normale de classe suzerain, Ao est forcé de garder ses distances. Rui revient peu après avec son arme, alors Ao lui demande si elle peut faire quelque chose contre le champ électromagnétique du monstre. Elle répond que puisque son noyau de bête provient de la bête tonnerre, elle devrait pouvoir utiliser toute sa puissance pour tirer un obus d'annihilation afin de se débarrasser du champ. Mais l'inconvénient est que l'effet ne durera que peu de temps. Pour Ao, cette courte période est plus que suffisante. Il fonce sur le monstre et lui ordonne de tirer à son commandement. Quand il est assez proche, il donne le signal. Et quand Rui tire, comme prévu, le champ électromagnétique s'annule. Ao profite alors de l'occasion pour porter une attaque de poison fatale, qui pénètre la peau de la bête. Le poison fait effet immédiatement, et les mouvements du monstre ralentissent. Bien qu'il continue d'essayer d'attaquer, Ao a maintenant le dessus, il esquive donc ses attaques facilement. Il riposte ensuite, causant une douleur rapide au monstre. Ao remarque que bien que la puissance d'attaque du monstre soit plus forte que celle de la précédente bête de classe suzerain, sa force physique est bien plus faible sans ses éclairs, mais il n'est toujours pas satisfait. Il sait que sans l'aide de Rui, il n'aurait peut-être eu aucune chance, alors il décide qu'il doit devenir plus fort. Après avoir reçu une bonne raclée, la bête essaie de battre en retraite, mais Ao l'arrête, lui disant qu'elle devrait au moins laisser quelque chose en dédommagement pour le stress. Rui décide également qu'elle doit devenir plus forte si elle veut rattraper Ao. De retour sur le toit, le subordonné de Zhang panique car il semble être du côté des perdants. Mais Zhang, imperturbable, lui dit de se détendre car il a déjà préparé une surprise. Soudain, une autre bête de classe suzerain apparaît derrière Rui, à sa grande surprise. Réalisant qu'il y a un autre monstre à proximité, Ao pousse rapidement Rui hors de danger, mais il se retrouve pris entre deux feux. Effrayé après avoir vu Ao se faire engloutir, Rui crie son nom. À sa grande surprise, elle voit le monstre se débattre jusqu'à ce que sa gueule soit ouverte de force contre sa volonté. Ao se tient entre ses mâchoires, l'empêchant de force de se refermer. Il en sort ensuite d'un bond après lui avoir crié dessus pour avoir pensé qu'il pouvait le dévorer. Une fois au sol, Ao commente le fait qu'il affronte deux monstres de classe suzerain. Rui court vers Ao pour vérifier s'il va bien, et Ao dit qu'il ne s'attendait pas à une aberration capable de devenir invisible. Rui explique comment fonctionne la capacité du monstre et admet qu'il est difficile de gérer cela sans le soutien de l'unité de l'escouade sensorielle. Sous leurs yeux, la bête bouchée disparaît. Et alors qu'il essaie de deviner où elle se trouve, la bête tonnerre leur lance une attaque de foudre. Surpris que la bête ait récupéré ses capacités de foudre si rapidement, Ao, qui s'éloigne en sautant avec Rui, se demande comment. Malheureusement pour lui, il se fait surprendre par la bête bouchée et est balayé comme un insecte agaçant. Rui pousse un cri d'horreur puis riposte en lui lançant une boule électrique. La bête bouchée subit immédiatement l'impact d'une très haute tension, alors elle efface rapidement sa présence. Ao se met immédiatement sur ses gardes, notant qu'il est très difficile pour lui de suivre la bête bouchée une fois qu'elle devient invisible. À sa surprise, Rui lui dit que la dernière attaque qu'elle a utilisée sur la bête peut lui permettre de la sentir à travers un champ magnétique. En apprenant qu'elle peut le savoir, Ao lui demande de lui indiquer l'emplacement de la bête pour qu'il puisse l'achever en un seul coup,
et elle lui dit qu'elle est derrière lui, à gauche. Elle le lui dit dès que le monstre charge droit sur lui. Alors O le surprend en lui maintenant la gueule grande ouverte et en créant la boule d'énergie compressée du scarabée. Il dit au monstre d'essayer de manger l'attaque, puis il la tire, et elle explose, anéantissant la partie supérieure de son visage. La carcasse atterrit avec un bruit sourd, et O regarde la bête tonnerre, notant qu'il ne reste plus qu'elle. Il voit qu'elle est protégée par de l'énergie de foudre. O demande donc à Rui si elle peut se débarrasser de l'armure de foudre comme avant, mais elle lui dit qu'elle n'a pas son équipement avec elle. Alors que le monstre les attaque avec son canon à foudre, ils évitent l'attaque et élaborent une autre stratégie. Cette fois, Rui dit à O qu'il y a un autre moyen de briser l'armure, c'est en le couvrant avec le reste de sa foudre. Elle le recouvre de foudre, formant une couche ionisée autour de lui, et l'avertit que cela ne peut durer que 10 secondes, il doit donc bien l'utiliser. Une fois boosté par sa capacité, O dit qu'il a largement assez de temps pour s'occuper du monstre. Il se jette sur lui et esquive toutes les attaques que le monstre lui a envoyées. Ce faisant, O note qu'il ne peut pas se faire toucher avant de s'en approcher. Dès qu'il s'approche, il concentre sa puissance dans sa main droite et utilise sa capacité de bestialisation dessus. Il l'amplifie avec la capacité de foudre et fait un trou énorme dans la bête tonnerre. Cela choque Zhang et son assistant que le duo ait abattu 2 bêtes de classe suzerain. Zhang se dépêche de partir avec le plan de faire tirer des missiles anti-chars par l'escouade 2 sur les membres du sang flamboyant. Il ne veut pas que les membres quittent l'endroit vivant, et il prévoit de contacter le groupe Greenvine. Ao, de son côté, annule son bras bestialisé et dit que c'est terminé. À la périphérie de la ville, après que O a vaincu les aberrations, ils récupèrent leur noyau de bête. Comme Rui a joué un rôle essentiel dans le combat, O envisage de lui donner un des noyaux de bête en récompense. Quand il se retourne, il est surpris de la voir évanouie. Snitch, qui arrive aussi au même moment avec l'adjudant qu'il a réussi à capturer, est choqué de voir la capitaine étendue inconsciente sur le sol. Elle avait surutilisé sa capacité, ce qui a complètement épuisé son corps. Heureusement, ce n'est que de l'épuisement physique car il n'y a pas de brouillard cramoisi dans la zone. Sur le toit, les hommes de Zhang arrivent avec les missiles anti-chars, et alors qu'il essaie de les tirer, il remarque l'adjudant Li sur les lieux avec leur cible. Quoi qu'il en soit, Zhang leur ordonne de tirer. Il avait simplement demandé à Li de les attirer là, mais le voir sur les lieux avec la cible donne l'impression qu'il cherche lui-même la mort. Quand les hommes tirent les missiles, à leur grande surprise, aucun des tirs n'atteint la cible. Réalisant que Zhang l'a abandonné, Li décide de moucharder. Il raconte à O que toute la situation était l'idée de Zhang et qu'il leur avait promis richesse et promotion tant qu'il l'attirerait là-bas. Pendant ce temps, Zhang est en pleine crise sur le toit, essayant de comprendre pourquoi aucun des tirs n'a même approché la cible. Ces hommes soulignent alors que les attaques de la bête tonnerre ont perturbé le champ électromagnétique de la zone, rendant la visée précise assez difficile. O profite alors de l'occasion pour ordonner à Snitch de s'échapper avec Rui et de rapporter toute la situation à Ying. Il lui dit aussi d'emmener l'adjudant avec lui comme preuve de tout l'événement et de s'assurer que le rapport parvienne au chef d'état-major. Mouchard essaie de convaincre O de venir, mais O refuse car ce serait trop risqué pour eux d'être tous ensemble. Il décide de rester en arrière et de s'occuper des missiles qui arrivent pendant que Mouchard s'enfuit en voiture. Lorsqu'une autre salve de missiles est tirée, Ao les intercepte tous un par un avant de foncer sur les responsables. Réalisant le danger qui approche, Zhang ordonne à ses hommes de l'arrêter pendant qu'il essaie de s'éclipser, mais Ao dépasse ses attentes. À une vitesse immense, il atterrit sur le toit et neutralise facilement tous les hommes, à la surprise de Zhang. Alors que Zhang se demande comment il a encore tant de force après avoir affronté 2 aberrations de classe suzerain, Ao le met à terre et le saisit à la gorge. Zhang essaie de s'en sortir par la parole, mais Ao ne semble pas intéressé. Soudain, un guerrier masqué de Rambé de Greenvine apparaît de nulle part et fait tomber Ao d'un coup de poing. Pendant que Zhang rampe à ses pieds en le remerciant de l'avoir sauvé, l'homme masqué attaque de nouveau, le forçant à riposter. Après avoir échangé des coups de poing pendant un moment, l'homme masqué met fin à la bagarre en assommant Ao d'un puissant coup de poing. Il le traite ensuite de faible et de surcoté. Il commente ensuite qu'il pensait se battre contre un guerrier puissant et non un rat d'égout comme Ao. Après avoir confirmé que Ao s'est évanoui, il se tourne vers Zhang et lui exprime sa déception de l'avoir vu perdre 2 bêtes de classe suzerain face à quelqu'un comme Ao. Il décide alors de prendre congé, faisant promettre à Zhang de ne pas le décevoir cette fois-ci. Quand il part, Zhang s'occupe de son côté, assénant quelques derniers coups au Ao évanoui. Il appelle ensuite en FaceTime certains de ses autres hommes qui tiennent Jiajia en otage pour lui montrer Ao. Jun s'énerve en insultant Zhang de tous les noms, mais Zhang n'est pas le moins du monde dérangé. Il ordonne à certains de ses hommes de venir emmener Ao à leur base où il a l'intention de le torturer sévèrement. Cependant, O, qui n'a pas entièrement perdu connaissance, utilise sa dernière énergie pour absorber le noyau de la bête furtive avant de s'évanouir complètement. Plus tard, à 300 mètres sous terre dans la base de Greenvine, O se réveille suspendu par des chaînes à l'intérieur d'un tube. Grâce au noyau de bête qu'il a absorbé, il acquiert une capacité spéciale appelée ombre furtive, qui peut l'aider à entrer dans un état furtif pendant 3 minutes et augmenter sa vitesse pendant cette durée. Comme si cela ne suffisait pas. La capacité lui assure également un coup critique garanti immédiatement après être sorti de l'état furtif.
Al se libère de l'endroit où il est détenu dès qu'il reprend connaissance et remarque que l'installation n'est pas loin des ruines précédentes. Il trouve étrange qu'une telle chose ait été cachée sous la ville pendant tout ce temps. Ailleurs, les scientifiques sont alertés de son évasion de la capsule, ils préviennent donc le personnel de sécurité. O utilise alors sa capacité pour brouiller la surveillance, empêchant ses mouvements d'être suivis. Le personnel de sécurité se rassemble devant la porte avec un tranquillisant, prêt à abattre O. Mais quand la porte s'ouvre, il ne voit personne. Ignorant que O a utilisé la compétence de dissimulation, il se précipite dans la pièce pour le chercher. O les observe en silence et loue sa compétence qui l'aide à rester indétecté. L'inconvénient est qu'il ne peut utiliser cette compétence que pendant 10 minutes. O fonce à la recherche de Jia et assomme rapidement les gardes qui le surveillent. O désactive sa capacité de camouflage et ouvre la cage pour Jia, qui est surpris de le voir. Jia félicite O d'avoir été à la hauteur de ses attentes, et O dit que c'est grâce aux enseignements de Jia. Tandis que Jia étanche sa soif, Ao lui dit qu'il cherchait initialement Jia pour l'interroger sur la disparition de Shuo, et qu'il n'avait jamais prévu de l'impliquer. Jia lui dit qu'il cherchait aussi Shuo, et que les choses sont devenues plus compliquées qu'il ne l'avait imaginé. Jia dit à Ao que dès que l'équipe de patrouille a été formée, la ville a transféré beaucoup de leurs frères sous prétexte de mission spéciale. Depuis que ces hommes ont disparu et que Jia a essayé de se renseigner, tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, c'est qu'ils ont disparu en mission. Le principal obstacle de Jia était Zhang, qui faisait secrètement pression sur lui et l'entravait. O réfléchit à la question et conclut qu'il y a des hauts placés derrière toute cette situation souterraine, car la défense de la ville n'a pas beaucoup de pouvoir. Il prévoit de capturer Zhang et de le faire avouer qui est le cerveau de l'opération. Soudain, le personnel de sécurité fait irruption dans la pièce pour découvrir que Jia a déjà été libéré. Il crie aux hommes de ne plus bouger, alors Jia essaie de couvrir Ao en lui demandant de fuir pendant qu'il combat les hommes. Mais en apprenant que les hommes prévoient de tuer Jia, Ao se déplace en un éclair et les assomme tous d'un coup de pied. Cela choque Jia qui a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Ao dit alors à Jia que s'il s'enfuit, tous ses efforts pour se faire capturer intentionnellement n'auront servi à rien. Une fois que Ao a confirmé que Jia peut se déplacer seul, ils se mettent en route. Pendant ce temps, Zhang ordonne aux scientifiques de libérer les bêtes car à ce rythme, Ao les atteindra et les tuera. Ils refusent, lui rappelant qu'ils n'est pas leur patron, mais Zhang insiste, disant que puisque leur supérieur n'est pas là, il prendra le commandement. Sur ce, il leur ordonne de libérer les monstres pendant qu'ils prennent la fuite. Quand Ao voit les monstres approcher, il dit à Jia de trouver un endroit où se cacher pendant qu'il s'occupe des monstres. Jia court se mettre à l'abri, effrayé, tandis que Ao utilise ses griffes de bête pour trancher la tête de la bête comme du sashimi. Pendant qu'il déchiquette les créatures, Zhang dit aux hommes que c'est grâce à son idée qu'ils ont gagné assez de temps pour détruire les données. Zhang pense que les aberrations sont si nombreuses qu'elles tiendront Ao occupé, mais à sa surprise, un rocher le frappe par derrière. C'est alors qu'il réalise que Ao a fini de combattre les bêtes. Les officiers de Greenvine, ne voulant pas des nuits, abandonnent Zhang et filent à toute vitesse. Ils font ensuite exploser la voie de sortie derrière eux, et Zhang comprend qu'il a été utilisé comme un pion sacrifiable. N'ayant plus aucune carte à jouer, Zhang dit à Ao de ne pas s'approcher car il a toujours Jia en sa possession. Ao ne l'écoute pas, et il plaque Zhang contre le mur, lui demandant qui tire les ficelles et à quoi sert le laboratoire souterrain. Zhang tente d'utiliser Jia en dernier recours, mais Jia apparaît dans son champ de vision. Surpris de le voir, Zhang avoue à Ao que la personne pour qui il travaille s'appelle Hong, un gros bonnet qui a promis à Zhang richesse et gloire infinie s'il éliminait Ao. Zhang explique qu'ils ne sont que dans l'une de leurs bases, et que celle-ci sert à l'élevage d'aberrations. Ao lui raconte comment ils ont pu le surveiller et comment ils ont trafiqué les fichiers avant son arrivée. Zhang jure sur sa vie qu'il n'était pas au courant pour les fichiers manquants, mais qu'il pouvait leur montrer où se trouvaient les membres disparus de la patrouille. Il soupçonne que Hong pourrait être là, alors il demande à Ao de le laisser les guider. Peu de temps après, Zhang les emmène à travers un passage souterrain, affirmant qu'il mène à Hong. Pendant ce temps, dans le souterrain malodorant, Zhang complote pour trouver un moyen de se débarrasser d'eux. Ao, qui se plaint de la puanteur, sent soudain une présence écrasante, et en conclut qu'il y a quelque chose sous la zone souterraine où il se trouve. Tandis que Zhang les guide sous terre, Ao ressent une présence terrifiante qui lui confirme qu'un être puissant se trouve à proximité. Le lendemain, Rui arrive à la base de stockage de brouillard de Greenvine avec Ying et Mouchard à la recherche de Ao. En regardant autour d'eux, il ne trouve qu'un tas de cadavres d'aberrations, ce qui rend difficile de comprendre ce qui s'est exactement passé. Ying, cependant, est furieuse contre le reste de l'équipe pour avoir perdu Ao lors d'une simple mission d'enquête. Mouchard lui raconte la fois où ils ont eu un problème avec Zhang à propos de l'affaire de Jun. Il n'aurait jamais pensé qu'il oserait s'en prendre à l'unité d'intervention spéciale. Ying l'interrompt en disant qu'elle a déjà signalé le problème au chef Son, et qu'il ne semblait pas l'avoir bien pris. Yoonji arrive alors avec l'adjudant qu'il avait pris en otage, demandant des ordres sur ce qu'il faut faire de lui. Rui répond qu'il pourrait encore réussir à lui soutirer des informations. Quand elle essaie de l'interroger sur le cerveau de l'opération, Lee répond qu'il ne sait rien car Zhang ne l'a jamais laissé s'impliquer directement. Grâce aux compétences de Ying, elle rassemble des informations compromettantes sur Lee qu'elle utilise pour le faire chanter.
Comprenant son sort, Lee révèle alors qu'il existe un certain système de stockage de brouillard pourpre dans lequel Zhang se faufile souvent. En entendant cela, Rui décide de s'y rendre. Yoonji essaie de l'arrêter, lui disant que le chef a déjà envoyé des unités à la ville de Kixi pour réprimer la rébellion. Rui répond alors calmement que son objectif n'est pas de réprimer la rébellion, mais d'assurer la sécurité de Ho. Elle ordonne à Mouchard de ramener l'adjudant en ville pour rejoindre les unités restantes, tandis qu'elle ordonne aux autres de venir avec elle. En arrivant à la salle de stockage du brouillard pourpre, l'équipe est confrontée à quelques gardes qui tentent de leur interdire l'accès, mais Rui leur ferait un chemin de force en neutralisant certains des hommes. Le reste des gardes rapporte alors immédiatement l'incident à Lu, le guerrier masqué qui a vaincu Ho la veille. Suite au rapport, Liu les rattrape dans la salle de stockage. Il tente une attaque surprise sur Ying, mais grâce à sa vivacité d'esprit, elle parvient à l'esquiver de justesse. Alors que le reste de l'équipe se demande qui il est, il la charge à nouveau avec un coup de poing mortel, mais Yoonji la protège juste à temps. Même avec son durcissement d'armement, il est tout de même projeté à travers la pièce comme une batte de baseball sous l'effet du coup. Rui fonce alors sur lui pour l'attaquer, mais il l'esquive facilement et la frappe à l'estomac, à sa grande surprise. Il la projette ensuite d'un coup de pied à travers la pièce, l'écrasant contre les murs pendant que les autres paniquent. La relevant, Lu se moque de toute l'unité sans flamboyant, lui disant qu'elle est encore plus pathétique que le rat d'égout qu'il a abattu la veille. Rui répond alors, lui disant qu'il n'est pas si fort et qu'il est impossible que Hao ait pu perdre contre quelqu'un comme lui. Contrarié, Liu la projette en l'air et tente de l'achever d'un coup mortel, mais l'inattendu se produit lorsqu'Hao fait irruption dans la pièce de nulle part et le repousse d'un coup de poing. Il rattrape ensuite Rui en plein vol comme une princesse de Disney. En voyant cela, Ying commence à bouder, se plaignant qu'elle aussi veut être portée comme une princesse, mais Hao l'ignore complètement. Il dit alors à Rui de ne plus s'inquiéter car il est là maintenant. Surprise de voir Hao, Rui lui demande de confirmer s'il va bien, et il fait de même pour elle avec un grand sourire. Ying devient jalouse, alors elle interrompt ce moment tendre en demandant combien de temps ils vont continuer à se câliner alors qu'ils ont un énorme problème à résoudre. Bien que sans voix, Hao pose délicatement Rui et entend Liu Feng se demander comment il est arrivé là. Hao lui dit alors que c'est Zhang qui l'a amené là. Bien que voyant Zhang menotté et sous les ordres, Liu Feng se met en colère contre lui et n'écoute pas l'explication de Zhang sur le fait d'avoir été forcé de le trahir. Il bondit sur Zhang, déclarant que seule la mort l'attend, et essaie de se débarrasser de lui d'un coup de poing. La vie de Zhang défile devant ses yeux, alors il crie à l'aide, et Hao intervient en arrêtant le poing de Liu Feng, disant que Zhang ne peut pas encore mourir. Tout en s'agrippant à la main du guerrier de Ranbei, Hao dit à Rui que Zhang connaît beaucoup de secrets. Elle comprend ce que cela signifie, alors elle reste avec Zhang. Furieux, Liu Feng traite Hao de rat d'égout qui croit pouvoir l'arrêter et déchaîne une furie de coups de poing soniques sur Hao. À sa plus grande surprise, Hao part facilement toutes les attaques d'un seul bras puis dit qu'il est trop lent avant de le projeter contre un mur voisin d'un coup de pied. Quelques secondes plus tard, Liu Feng recule en criant sur Hao de l'avoir énervé, puis lui lance une lame de vent sonique. Hao esquive l'attaque et est surpris de l'avoir tranché un objet. Alors que les autres réalisent que Liu a une capacité spéciale, Ying s'énerve car il est aussi un utilisateur de type vent, tout comme elle, bien qu'un peu plus avancé. Curieuse, Rui demande à Zhang qui est Liu, mais Zhang lui dit qu'il n'est pas sûr, et qu'il connaît seulement Liu comme étant le subordonné de Hong. Liu lance plusieurs lames de vent sonique sur Hao, mais Hao les esquive facilement comme s'il faisait un exercice d'échauffement. Fini de jouer la défense, Hao déclare que les guerriers de Ranbei ne sont que des beaux parleurs, puis il bondit droit sur Liu et le frappe en plein visage. Choqué par sa vitesse et sa force, Liu, qui est projeté contre le mur, se demande si Hao a fait exprès de perdre contre lui plus tôt. Il frappe le mur de frustration et d'incrédulité, ce qui provoque une fuite de brouillard pourpre dans l'installation. En voyant le brouillard, Rui dit à ses camarades de partir avec Zhang. Quand on lui demande ce qu'elle compte faire, Rui répond par une question, demandant si c'est amusant de jouer avec un imposteur. L'un est d'accord avec elle, et elle lui dit de suivre ses ordres. Soudain, Ying l'arrête et dit qu'elle a une idée. Pendant ce temps, Lu, qui est acculé, sort une pilule et l'avale tout en sachant que cela réduira sa durée de vie. La raison pour laquelle il la prend est de l'aider à absorber le pouvoir du brouillard pourpre et à rester sain d'esprit, même si ce n'est que pour une courte période. Débordant de puissance, Lu crie à Hao de venir l'affronter, mais fonce ensuite droit sur lui pour déchaîner une furie d'attaque. Hao est repoussé et choqué par la vitesse que Lu a acquise. Pendant ce temps, Lu se vante que sa vitesse et sa puissance sont comparables à celles d'un guerrier de rang A. Il frappe Hao au ventre et le projette au loin. Désormais plein de confiance, Lu demande à Hao combien de temps il compte bloquer ses attaques. Alors qu'il se prépare à achever Hao, il voit que tout le brouillard pourpre a été balayé par une énorme rafale de vent, dont Ying est l'auteur. Elle renforce Hao avec la technique qu'elle appelle bénédiction de la tempête, et son corps se sent immédiatement plus léger. Avec le brouillard pourpre restant, Lu tire le brouillard sur eux tous dans l'espoir de les tuer, mais Hao le choque en absorbant l'attaque du canon pourpre. Hao apparaît instantanément devant Lu et assène un déluge de coups de poing à l'utilisateur du vent. Il dit alors à Lu qu'il n'a pas besoin de brouillard pourpre pour s'occuper de lui. Alors qu'il roue de coups Liu, ce dernier se demande d'où vient cette ténacité et compare même Hao à un monstre.
Après que Liu ait été malmené, Hao lui demande où se trouve Hong. À la base de stockage du brouillard pourpre, en voyant Hao vaincre Liu si facilement, un des hommes de Hong commence à paniquer. On remarque même qu'il est assez impressionné, car Hao a dépassé ses attentes. Quand ces hommes lui demandent la prochaine étape, il leur ordonne de détruire toutes les données restantes dans la base et de battre en retraite avec lui. Il déclenche alors un dispositif en sortant pour réveiller quelque chose qui dormait depuis bien trop longtemps. Pendant ce temps, de retour dans le bâtiment, Hao essaie d'interroger Liu sur la localisation de Hong, mais réalise qu'il est allé un peu trop loin et l'a assommé. Il est alors un peu surpris car il ne s'est même pas battu de toutes ses forces, mais il s'attendait aussi à ce que Liu soit plus fort. Déçu, il reporte son attention sur Zhan et lui demande de l'emmener à l'endroit où les membres de la patrouille ont été envoyés. Pratiquement mort de peur, Zhan coopère et commence à les guider à travers un étroit passage souterrain. Finalement, ils arrivent à une porte qui, apparemment, ne peut être ouverte sans mot de passe. Sans perdre de temps, Hao détruit la porte par la force brute et leur ouvre un passage. Ils arrivent ensuite à une autre porte d'Oyo sans la présence de personne. Cette fois-ci, il sait qu'il ne peut pas ouvrir la porte par la force, car il pourrait blesser les personnes à l'intérieur. Ying s'avance alors avec assurance et décide de mettre à profit ses compétences techniques. Après avoir tenté d'accéder pendant un moment, son appareil technologique avancé supplante le système de défense, forçant l'ouverture de la porte. Ce qu'il voit derrière la porte les laisse en état de choc absolu, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. C'est une pièce pleine de gens suspendus dans des tubes comme des sujets de test. Rui saisit Zhang de colère, préparant une attaque alors qu'elle demande ce qu'ils font avec toutes ces personnes. Suppliant pour sa vie, Zhang répond qu'il n'a aucune idée et que tout ce qu'il a fait, c'est suivre les ordres et les amener ici. En parcourant la pièce, Hao finit par trouver Shuo dans l'un des tubes. Il essaie de le faire sortir, mais Ying l'arrête immédiatement, soulignant qu'ils sont actuellement dans des appareils de survie et que les en sortir de force reviendrait à les tuer. Elle suggère alors qu'ils contactent d'abord le bureau technique pour qu'il leur fournisse un équipement spécialisé pour aider au sauvetage. Opportunément, Rui reçoit un rapport de Mouchard au même moment, l'informant que les autres unités sont déjà arrivées en ville. Elle lui ordonne alors de les amener immédiatement à la base de stockage du brouillard pourpre. Peu après, Yoongi les alerte de la présence d'un étrange cristal brillant dans un coin de la pièce, et en l'analysant, il découvre qu'il libère une sorte d'énergie. Pendant ce temps, Zhang, reconnaissant le cristal, commence à paniquer en marmonnant que quelque chose approche. Peu après que Ying ait confirmé que le cristal contient une forte concentration d'énergie de brouillard pourpre, le sol commence à trembler. Hao réalise alors que quelque chose de massif se dirige vers eux. Au même moment, Liu, qui a maintenant subi une bestialisation complète, apparaît soudainement et essaie d'attaquer Ying, mais Hao parvient à la protéger. En le voyant, Rui confirme que son apparence est similaire à celle de son oncle. Hao confirme alors que le but du cristal est d'attirer les aberrations. Sachant que quelque chose de bien plus dangereux approche, il saisit le cristal et sort de la pièce à une vitesse immense. Son but est de s'éloigner le plus possible de la base de stockage pour qu'elle ne soit pas détruite par la créature qui approche. Alors que Rui décide de l'accompagner, Liu les poursuit également pour le cristal. Pendant ce temps, on observe depuis un hélicoptère, prêt à voir à quel point on peut encore le surprendre. Après avoir pris assez de distance, Hao lance l'appareil aussi loin qu'il peut, et comme prévu, Liu bondit pour le rattraper. Puis tout à coup, la chose la plus terrifiante se produit. Une gigantesque aberration de classe Behemoth émerge du sol et avale à la fois Liu et le cristal. Alors que les véhicules se dirigent vers les ruines de Qixi, Lin Yongshin, le frère aîné de Lin Yongji, demande à Mouchard pourquoi Rui veut qu'il aille à la base de stockage du brouillard pourpre. Il demande curieusement ce qui s'est passé, mais Mouchard lui dit qu'il ne sait pas grand-chose, et que Rui a dit qu'il y avait un laboratoire de recherche sous l'endroit. Soudain, il voit un monstre de classe Behemoth s'élever dans le ciel non loin de là, et Yongshin réalise que c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas gérer. Il défonce la porte et note qu'il est le seul à pouvoir affronter le Behemoth en utilisant son armement bestial. Surpris et confus, Mouchard appelle Yongshin, mais l'instructeur lui ordonne d'amener les renforts au laboratoire de recherche pendant qu'il s'y rend en premier. Sur ce, il se dirige droit vers le monstre et se demande ce qui s'est passé. À l'extérieur du laboratoire de recherche, Rui et Hao regardent l'énorme monstre avec incrédulité et se demandent comment il a été attiré là. Le Behemoth, de son côté, les observe. Et après avoir vu que Hao a beaucoup d'aura, il pousse un cri strident et charge Hao. Mais Hao bestialise immédiatement son bras et l'attaque. Malheureusement, aucun dégât n'est infligé. Rui conseille immédiatement à Hao de battre en retraite avec elle, mais il lui dit que la bête s'intéresse à lui, c'est pourquoi elle les attaquait. Et ce ne serait pas une bonne idée pour lui de partir car la bête se dirigerait vers le stockage de brouillard pourpre. Sur ce, il lui dit d'aller chercher les gens dans le laboratoire de recherche le plus vite possible pendant qu'il retient la bête. En entendant que Hao prévoit d'affronter le Behemoth seul, Rui n'est pas d'accord, mais il bondit quand même sur le monstre. Rui crie son nom tout en notant qu'elle ne peut pas laisser le Behemoth détruire l'indice qu'elle a eu tant de mal à obtenir. De retour au laboratoire, Ying vérifie les signes vitaux de Shuo avec son ordinateur. Et alors qu'elle essaie de chercher ses informations personnelles dans la base de données, elle voit que toutes les autres données le concernant ont été détruites. À ce stade,
Elle admet que le travail a été effectué par un expert. La porte du laboratoire s'ouvre soudainement, et Mouchard apparaît avec des renforts. Il voit que Jia est sain et sauf et se détend enfin. Mais il demande alors où se trouve Ao. Pendant qu'ils discutent, Tang Yke, l'adjudant de Yongshin, s'adresse à Yongji et l'informe qu'ils sont venus aider Rui à réprimer la rébellion. Y demande où se trouve Rui ainsi qu'un point sur la situation actuelle. Le jeune nain lui dit d'abord que Rui leur a ordonné de garder le laboratoire, puis il demande où est Yongshin. Pendant ce temps, à la surface, Wu utilise sa capacité de dissimulation pour se faufiler et distraire le Behemoth avant de se révéler et d'atterrir sur son œil. Il poignarde l'œil avec une veine empoisonnée, mais le Behemoth l'emporte avec sa langue et essaie ensuite de l'engloutir. Rui soutient immédiatement en lui arrachant la langue avec un mini-canon électrique. L'utilisation de sa capacité spéciale sans une combinaison ou une arme à noyau de bête lui coûte énormément. Tout en serrant les dents, elle note que Ao est peut-être la seule personne au monde à ne pas avoir besoin d'une combinaison de combat ou d'une armure pour utiliser ses capacités spéciales à main nue. Le Behemoth l'attaque. Ao se précipite pour la sauver, mais il semble qu'il n'y arrivera pas. Alors qu'il crie son nom, une forte explosion frappe le monstre, le projetant en arrière. Ils sont choqués de voir l'instructeur Lin Yongxin se tenir juste devant eux. L'un l'aîné confirme qu'ils vont bien et voit qu'il fait face à une aberration de classe Behemoth. Il analyse la situation puis leur dit de le laisser scène chargée. L'un, qui est un soldat de rang A, lance une énorme flamme sur le Behemoth. Sa puissance impressionne les spectateurs, et ils sentent la différence entre leurs capacités. Pourtant, le Behemoth reste impassible, alors l'un prépare une autre attaque après avoir vu qu'il ne sera pas facile d'abattre la bête. À sa grande surprise, plutôt que d'attaquer de front, le monstre souffle une sorte d'épaisse tempête de sable, couvrant toute la zone et rendant la visibilité difficile. Presque aussitôt, Ao sent sa présence venir d'en bas, alors il prévient immédiatement les autres que la bête est passée sous terre. Grâce à son avertissement, ils parviennent tous de justesse à éviter l'attaque surprise du monstre. Mais le problème de l'épaisse tempête de sable persiste. Soudain, Ying apparaît au loin et dissipe l'air avec sa capacité de vent, leur rendant à tous la vue. Rui est surprise de la voir car elle s'attendait à ce qu'elle soit encore en train de s'occuper des captifs dans la base souterraine. Yongji, qui est également venu, explique alors que tout est déjà pris en charge par les renforts que l'un a amenés. Ensemble, l'équipe décide d'utiliser leur nombre à leur avantage en distrayant la bête et en créant des ouvertures. La bête essaie de passer sous terre, mais Lin et Ying l'en empêchent avec une puissante combinaison de leurs attaques de feu et de vent. À leur grande surprise, la bête ne meurt toujours pas. Au lieu de cela, elle se régénère immédiatement et s'en débarrasse comme si de rien n'était. L'un leur dit alors que le seul moyen d'arrêter une créature aussi surpuissante est de détruire son noyau de bête. Mais vu sa taille, ils savent que le trouver sera un énorme problème. La bête essaie de couvrir la zone avec une autre tempête de sable, mais Ying la bloque immédiatement avec son attaque de vent. Rui profite alors de l'occasion pour tenter un balayage à rayon X avec son induction électromagnétique. Heureusement, elle parvient à le trouver, mais elle épuise toute son énergie dans le processus. L'un ordonne alors à Yongji de l'éloigner de la zone. Sur la base des informations qu'elle a fournies, il prépare une puissante attaque de feu et la concentre sur le côté gauche de l'abdomen du monstre. Suite à l'attaque, la peau du monstre s'ouvre, exposant son noyau. Il lance ensuite des attaques continues avec Ying pour le détruire, mais en vain car la défense du monstre est trop forte. Voyant cela, Al réalise qu'il devra peut-être utiliser l'une de ses attaques de canon pour abattre le monstre. Mais, malheureusement, il ne lui reste pas assez d'énergie du brouillard cramoisi pour en concentrer une, car il l'a entièrement utilisé lors de son combat précédent avec Liu. À ce moment-là, il trouve le cristal brillant sur le sol et est assez confus car le monstre l'avait avalé plus tôt. Il réalise alors qu'il a dû être expulsé après l'attaque de l'un. Comme Ying avait confirmé plus tôt qu'il contenait de l'énergie concentrée du brouillard cramoisi, il le ramasse et décide de tenter sa chance. Quand il essaie de l'absorber, l'afflux d'énergie devient écrasant car il submerge son corps avec plus d'énergie qu'il ne peut en supporter. Pendant ce temps, le monstre repousse Lin et Ying, qui travaillent ensemble pour le maîtriser. Il change alors de direction et se dirige droit sur Yongji qui essaie actuellement d'éloigner Rui le plus possible de la zone. Au moment où il les rattrape et s'apprête à les avaler, Ao apparaît avec le plus grand canon cramoisi jamais vu et le tire sur la bête, détruisant son noyau pour de bon cette fois. Dans un lieu inconnu, Ao voit Xu, qui court vers lui et le serre dans ses bras. Elle lui demande où il était passé, mais il s'excuse auprès d'elle et dit que c'est sa faute. Il lui demande alors pourquoi elle est dans son esprit, mais elle semble confuse. Il regarde autour de lui et lui demande où il se trouve. Alors qu'il lui tient les mains, son bras prend feu, puis tout son corps s'enflamme. Xu est choqué de le voir brûler, alors elle l'appelle, mais il lui dit de ne pas s'approcher de lui. Il se réveille soudainement en criant le nom de Xu et a une vision de sa main métamorphosée en feu et de sa sœur l'appelant pour la sauver. Ao réalise qu'il est dans un endroit différent et se demande où exactement. Il entend l'instructeur Lin lui dire qu'il est à l'Institut de recherche médicale de Blazing Blood. Confus de voir Lin dans la pièce, Ao lui demande ce qu'il fait là, et Lin répond que c'est parce que son cas est spécial. Il le surveillait pour régler tout problème au cas où Ao perdrait le contrôle. Ao apprend qu'il a dormi pendant 3 jours, et que Lin avait envisagé de prendre les choses en main.
En apprenant qu'il a failli être éliminé, Ao se rappelle que l'armée ne peut pas faire entièrement confiance à une aberration humanoïde, c'est donc tout naturel, et c'est pourquoi il doit utiliser les ressources dont il dispose pour trouver rapidement Shuo. Ao demande des nouvelles des autres, et l'un l'informe que tout le monde va bien et qu'ils sont de retour à la base de recherche. Il demande ensuite des nouvelles de Shuo. Et alors que l'un essaie de lui expliquer la situation, Ying entre en trompe dans la pièce après avoir appris qu'il est réveillé. Elle examine son corps contre sa volonté et confirme qu'il va bien malgré l'absorption d'une si grande quantité de brouillard cramoisi hautement concentré. Tout en s'accrochant à sa chemise, elle lui demande quelle sorte d'être il est, puisqu'il a dépassé les limites de l'humanité. Ao la repousse pour avoir dépassé les bornes et lui demande ensuite des nouvelles de Shuo. Quelques instants plus tard, Ao suit Ying et l'un jusqu'à la salle d'isolement où la santé de Shuo est surveillée. Ying explique alors que Shuo a absorbé une grande quantité de brouillard cramoisi, mais même s'il n'y a pas d'infection, Shuo est toujours inconscient et ne montre aucun signe de réveil. Ao se met en colère et maudit Zhang d'avoir mis Shuo dans une telle situation. Il demande ensuite ce que la personne derrière Zhang manigance, mais à sa plus grande surprise, l'un lui dit que Zhang a avoué. Ao s'attend à entendre parler du lien avec Greenvine, mais il entend quelque chose de différent de la part de Rui, qui entre dans la pièce. Elle dit à Ao que Zhang a prétendu être le cerveau de toute l'opération. Ao, surpris de voir Rui, lui demande de quoi elle parle, en évoquant Lu Feng et le fait que Zhang a mentionné les bêtes dressées dans le laboratoire de recherche souterrain, ainsi que les personnes sur lesquelles des expériences étaient menées. Rui lui dit qu'elle est consciente qu'une main manipule tout, car elle est au courant de tout ce que Ao a dit. Le problème est que toutes les preuves désignent Zhang et Zhang seul. Elle lui dit alors de la suivre car son père veut le voir. En chemin, il lui demande comment elle a su où il était, et Rui lui dit que Ying l'avait prévenu. Agacé par cette je sais tout de la technique, Ao se demande si elle va surveiller toutes ses activités privées à l'avenir. Ils arrivent au bureau, et le chef d'état-major leur dit d'entrer. Une fois à l'intérieur, le père de Ying, le chef de la recherche, dit à son partenaire de s'asseoir avec eux pour la réunion. Ils s'installent tous, et le père de Rui entre directement dans le vif du sujet en informant Ao que sa victoire contre l'aberration de classe Behemoth s'est déjà répandue. Par conséquent, non seulement l'armée, mais aussi de nombreuses autres factions ont les yeux rivés sur lui. Il explique à Ao à quel point l'affaire est délicate, puis lui demande s'il a des plans à ce sujet. Ao se souvient qu'il avait initialement prévu d'agir discrètement, mais que les choses ont pris une tournure inattendue. Être convoqué à une telle réunion signifie qu'il ne s'agit pas d'un simple interrogatoire. Ao décide de demander l'avis du chef d'état-major. Le directeur Song commence par demander si Ao est au courant de la situation de Zhang. Une fois que Ao lui dit qu'il pense que Zhang cache quelque chose, le directeur Song explique comment le groupe Greenvine a fait une déclaration affirmant n'avoir aucun lien et ne rien savoir du sous-sol et de la base de dressage. Il vérifie les registres et confirme qu'il n'y a aucun dirigeant du nom de Hong. Pire encore, Greenvine ne peut pas faire l'objet d'une enquête publique en raison de ses liens avec l'armée, il leur faudra donc des preuves irréfutables pour le faire. Le scientifique en chef lui dit qu'en raison de la présence d'une taupe dans l'armée, ils ne peuvent pas enquêter sur Greenvine car les hauts gradés ne le permettront pas. Ao demande des éclaircissements sur l'identité des hauts gradés, et le directeur Song les appelle le sommet de leur monde. Ils sont connus comme le plus haut niveau du gouvernement de l'ASU. Sur ce, l'homme expose clairement ses intentions, il aimerait emprunter le pouvoir de Ao. Ao réalise que le chef d'état-major ne se soucie pas vraiment de lui mais veut l'utiliser comme un pion. Rui s'y oppose immédiatement en demandant pourquoi ils veulent utiliser Ao tout en sachant à quel point sa situation est déjà précaire. L'instructeur Lin, qui voit déjà où le directeur Song veut en venir, intervient au sujet de la situation de Ao, disant que Ao doit devenir le chasseur plutôt que d'être chassé comme une proie. Le vieil homme Song dit à Ao de ne pas répondre immédiatement, mais de réfléchir attentivement à sa décision avant de revenir avec une réponse. Sur ce, il remet Lin Yongsan aux commandes et les congédie. Plus tard dans la nuit, Ao se tient au sommet du bâtiment militaire et rumine l'affaire, se demandant quelle décision prendre. Quelques jours plus tard au quartier général, le chef Song organise un entraînement complet multipartite de 3 mois sous le prétexte d'améliorer la puissance de combat des nouveaux membres de Blazing Blood. Mais en réalité, le véritable but de l'entraînement est de retarder l'éclatement de désaccords internes, d'éliminer les espions et d'unifier la voie de l'armée. Ao, cependant, n'a toujours pas digéré la demande que le chef lui a faite. Chez les Blazing Blood, il y a un système de points pour tous les membres, où ils peuvent obtenir des points via des missions, des entraînements et des duels libres, échangeables contre des objets militaires internes. Un après-midi, alors que les recrues sont rassemblés dans une salle d'entraînement, un grand écran affiche les 3 meilleurs scores parmi eux. Les recrues sont choqués de voir que Ao, le meilleur scoreur, possède pas moins de 210 points. Ying et Jin, qui se trouvent être les 2e et 3e, possèdent respectivement 95 et 45 points. En termes militaires, un de ces points équivaut à 1000 points de L-Alliance, rendant Al plus riche qu'un citoyen moyen. Comme prévu, des rumeurs circulent sur l'injustice du système. Bien que ce ne soit plus un secret qu'il a vaincu une aberration de classe Behemoth, les recrues croient que cette histoire est fausse. Même Jin remarque que Al a juste eu de la chance d'être là, car il est sûr que c'est l'instructeur Lin qui a abattu la bête. Rui, qui se trouve là avec Ying, s'énerve en entendant Jin parler. Elle lui dit de garder ses suppositions pour lui,
soulignant que Ao est bien plus fort qu'il ne le sera jamais, mais Jin continue de jacasser. Tang Ye, le capitaine de la 7e escouade de Blazing Blood, intervient alors, leur disant d'arrêter de s'engager dans des disputes futiles. Il explique à Jin que les points de Ao ont été calculés par le système selon les règles établies et que cela a été vérifié par l'un lui-même. Il remarque ensuite qu'il comprend les doutes de tout le monde, et pour cette raison, il a décidé de leur offrir un spectacle. Le capitaine défie Ao en duel sur le champ, pariant 40 000 pièces de L-Alliance. En entendant le montant, Ying calcule immédiatement que l'argent suffirait à transformer un dortoir en une chambre simple avec salle de bain privée pour une année entière. Elle commence alors à encourager Ao, lui demandant de gagner cette fortune pour elle. Comme prévu, Ao voit le duel comme un moyen d'établir son autorité, alors il accepte. Quand le duel commence, Tang prévient Ao au sujet de son noyau de bête à capacité de glace alors qu'il lance une attaque. Après avoir esquivé l'attaque, Ao remarque qu'en tant que guerrier de rang B, la puissance de Tang est bien supérieure à celle de Liu. Cependant, elle est beaucoup plus lente. Alors qu'il fonce, Tang lance quelques attaques de glace, mais Ao les esquive facilement, à l'étonnement des autres recrues. Tang crée alors une attaque massive, qui devrait normalement suffire à vaincre Ao. Mais à la surprise de tous, Ao l'esquive aussi facilement et tente une attaque surprise sur Tang. L'un arrive juste avant que Ao n'entre en contact et met fin au duel. Suite au résultat du duel, il déclare Ao comme le leader, et Tang est d'accord. La pièce entière devient silencieuse alors que les recrues sont choquées de voir que Ao vient de vaincre quelqu'un connu pour être le plus fort des guerriers de rang B. Jin, cependant, est frustré par l'écart de puissance entre lui et Ao. Sous le coup de la colère, il décide qu'il doit devenir plus fort, par tous les moyens possibles pour pouvoir le tuer de ses propres mains. Un mois plus tard, Song reçoit un rapport d'une équipe de patrouille concernant un homme-bête repéré en train de semer le chaos non loin de là. Il convoque alors Jin King pour en discuter. Il s'avère que l'homme-bête est le frère de Song, disparu depuis longtemps, qui a été infecté il y a quelque temps. Il a demandé à Jin King quelles étaient les chances que son frère redevienne normal, et le scientifique répond que c'est même moins d'1%. En fait, Ao est peut-être le seul être vivant à posséder ce pouvoir. Après avoir confirmé les détails avec le scientifique, Song décide qu'ils devront peut-être faire l'inattendu. Jin King fait remarquer à quel point sa fille, Rui, sera bouleversée s'il fait tuer son oncle, mais Song répond que c'est quelque chose qui doit être fait pour sauver plus de vies. Plus tard, quand Rui l'apprend, elle confronte son père, lui demandant pourquoi il ne l'a pas informé. Elle le supplie de l'affecter à la mission, mais son père refuse. Il lui interdit même de quitter le quartier général car elle ne ferait que gêner la mission. Dévastée, Rui se dirige vers le parking souterrain où elle rencontre Ying qui lui tend un sac de provisions. Ying lui dit de faire ce qu'elle a à faire, qu'elle trouvera un moyen de lui faire gagner du temps auprès de son père. Rui accepte alors le sac avec gratitude et se dirige directement vers sa voiture. Alors qu'elle s'éloigne, elle se demande si le jugement de son père aurait été différent si elle lui avait dit quelle était la cause de l'infection de son oncle. Elle se décide alors à ne pas abandonner tant qu'elle n'aura pas trouvé un moyen de le faire redevenir humain. À la cafétéria de la base, Ying parle avec de grands airs alors qu'ils dévorent leur festin. Snitch remercie sa bonne étoile et se demande même si le monde ne va pas s'arrêter pour lui permettre de profiter d'un repas aussi luxueux. Quant à l'homme du jour, il leur dit de se faire plaisir après tout. Ils n'est pas à court d'argent. Voyant que Rui et l'un ne sont pas là, Ao demande à Ying ce qu'ils font, et Ying lui dit que Rui a pris quelques jours de congé car elle avait des choses à faire. Snitch informe Ao que Yongji avait aussi d'autres missions à accomplir. Ao réfléchit au comportement de Rui et note qu'elle n'a pas essayé de le rallier à la faction du chef d'état-major comme il le pensait, car son comportement lors de la réunion était clairement contre. Ao se demande alors ce que Rui attend de lui. Le téléphone de Ying sonne soudainement, et après avoir reçu l'alerte, elle la montre à Ao. Ao se lève immédiatement et dit à Snitch que Shuo s'est réveillé. Snitch, plus préoccupé par la nourriture, demande s'ils doivent rendre visite à Shuo maintenant. Une fois que Ao confirme, Snitch part avec eux, et Ao dit à Ying d'appeler Lee, le jeune frère de Shuo, pour l'informer. Quand ils arrivent à l'Institut de recherche médicale, Lee court joyeusement à la rencontre de Shuo et lui demande où il était passé pendant tout ce temps. Shuo s'excuse auprès de lui, et Snitch pleure en regardant cette scène émouvante. Ao, qui est avide d'informations, n'a d'autre choix que d'interrompre les frères. Il dit à Shuo qu'il a quelques questions à lui poser. Shuo demande à Ao qui il est, et Lee dit à Shuo que Ao est leur bienfaiteur. Ao montre à Shuo la photo que Lee avait avec Xu et lui demande ce qu'il sait d'elle. Shuo réfléchit, et Ying essaie de l'aider à se souvenir. Shuo se souvient alors calmement du jour où le brouillard cramoisi a éclaté et comment il a été envoyé pour chercher et secourir des survivants. La scène macabre est encore gravée dans sa mémoire, et il se souvient d'avoir trouvé Xu, qui avait perdu la mémoire, près d'un hélicoptère écrasé. Elle n'avait pas de blessure grave, alors ils l'ont envoyée à l'abri établi par l'armée. Elle y est restée environ 2 jours avant que 2 personnes ne viennent avec des mandats et informent les soldats qu'ils l'emmenaient pour un traitement de traumatisme psychologique. Ao demande à Shuo où ils ont emmené Xu, et Shuo lui répond à la ville de Suyin. À l'époque, il l'avait suivi jusqu'à la ville en tant que son tuteur, car elle ne se souvenait de rien, mais il est ensuite parti pour d'autres missions, et un accident est arrivé.
C'est tout ce dont Shuo pouvait se souvenir jusqu'à présent. Après l'avoir écouté, Ao mentionne le nom de la ville, déterminant que c'est sa prochaine destination. Ying, de son côté, se souvient que l'oncle de Rui a disparu dans la même ville, alors elle pense que ce n'est pas une coïncidence. Elle se demande quel secret recèle la ville de Suyin. Plus tard ce soir-là, dans la zone montagneuse extérieure de Suyin, Rui voit que la zone est lourdement gardée, car elle a enquêté sur la ville sans trouver aucune trace de son oncle. Elle se demande s'il est dans les montagnes, alors elle escalade les murs et surprend les hommes dire que leur patron ne veut pas que quiconque découvre ce qui se passe dans la région. Rui repère alors 2 camions remplis de sacs, et elle se demande ce qu'il y a dedans pour que les gens alentour agissent de manière si mystérieuse. Soudain, une alarme de surveillance retentit, et Rui réalise qu'elle a été repérée. Les hommes entendent le bruit et la repèrent. Alors l'un d'eux lui tire dessus puis dit à l'autre de contacter leur patron. Rui essaie immédiatement de s'enfuir, mais d'autres hommes l'encerclent. N'ayant pas le choix, elle les électrocute, mais ne s'effondre pas sous la tension grâce aux gants à noyau de bête qu'elle portait. Le seul inconvénient est qu'elle ne peut pas utiliser toute sa puissance avec eux. Alors qu'elle tient tête aux hommes, quelqu'un l'approche par derrière, disant qu'elle essaie de s'infiltrer sur son territoire. Rui essaie immédiatement de l'électrocuter, mais à sa grande surprise, il lui dit que ça n'a pas fait mal et l'attrape par le bras avant de la projeter au loin. L'homme de Rambé lui demande alors de lui dire qui l'a envoyé. Rui est choqué de découvrir que son attaque de foudre n'a aucun effet sur le chef de la pègre. Alors que d'autres de ses hommes la chargent, elle les abat facilement et fonce droit sur le chef. Comme elle ne peut pas utiliser son coup ultime, elle lance une attaque censée paralyser l'homme, au moins pour un court instant. À son grand choc, même cela n'a aucun effet. L'homme révèle alors sa combinaison de combat militaire, unique raison pour laquelle il est encore debout après avoir encaissé ses attaques. En voyant la combinaison, Rui est perplexe car un homme de son calibre ne devrait normalement pas avoir accès à un équipement aussi confidentiel. L'homme ordonne à d'autres de ses hommes de la capturer, leur promettant qu'il les laissera s'amuser un peu avec elle. Comme prévu, les hommes sautent sur l'occasion et commencent à la charger. Comme Rui n'a pas sa combinaison de combat, utiliser ses capacités la mettrait dans un état d'épuisement, alors elle panique. Alors qu'un des hommes lui saute dessus, O apparaît de nulle part et lui assène un coup de poing puissant qui l'envoie valser, surprenant tout le monde. Agacé à la vue du nouvel envahisseur, le chef ordonne à ses hommes de l'abattre, leur promettant cette fois 10% des bénéfices de la mine. Au moment où les hommes chargent à O, Ying apparaît avec son attaque de vent et les balaie tous. Voyant ces hommes vaincus si facilement par les envahisseurs, le chef décide de passer aux choses sérieuses et d'en finir. Alors qu'il prépare une attaque d'apparence dangereuse, Rui avertit O d'être prudent car l'homme est probablement un guerrier de Rambé, mais O lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lève alors un doigt, annonçant à l'homme qu'il le mettra à terre en une seule seconde. Agacé, l'homme le charge pour un coup fatal, mais O, comme il l'avait annoncé, met fin au combat en une seule seconde, assommant le chef. Il avait vu ce combat comme l'occasion parfaite de tester le résultat de son récent entraînement avec l'instructeur Lin. L'équipe décide alors d'aller discuter ailleurs. Installant leur camp dans une zone rocheuse, O interroge Rui sur ses actions récentes pendant le déjeuner. En l'interrogeant sur son congé soudain, il est choqué de découvrir qu'elle est sortie en douce sans que son père le sache. Ying lui demande alors pourquoi ces hommes l'attaquaient, et Rui répond qu'elle avait simplement découvert leur base sur la montagne il n'y a pas si longtemps et qu'il s'agit probablement d'un gang clandestin louche, mais elle précise que ce ne sont pas les principales personnes sur lesquelles elle enquête. Elle explique à O la situation de son oncle qui a été bestialisé, et il est plus que choqué de l'apprendre. Elle avoue alors que la raison principale pour laquelle elle l'a recruté était qu'elle espérait qu'il serait capable de trouver un moyen de l'aider à le faire redevenir normal. En entendant cela, O explique que s'il s'agit d'un cas mineur de brouillard pourpre comme celui d'Elay, il pourrait s'en occuper. Mais pour quelque chose d'aussi critique, il ne sait pas s'il en serait capable. Malgré tout, il promet de faire tout son possible pour l'aider à atteindre son objectif, ce qui la rend extrêmement heureuse. Quand Rui demande pourquoi ils sont venus, Ao révèle l'information que Huo leur a donnée, à savoir que sa sœur a été amenée ici il y a 6 mois. Rui commente alors que ces derniers jours en ville, toutes les personnes avec qui elle a essayé de parler agissaient étrangement, soulignant qu'il se passe probablement quelque chose d'anormal. Alors que l'équipe se met en route, ils décident qu'ils doivent découvrir le secret de la ville et retrouver la sœur de Ao. Dans la ville de Suyin, Ying et les autres neutralisent les hommes qui les poursuivent. L'un de leurs ennemis tente de s'enfuir, mais avant que Ying ne puisse le rattraper, le type est assommé par quelqu'un d'autre. Il se demande qui est cette personne et réalise que c'est Y. Il lui demande ce qu'il fait à Suyin, mais il leur dit de marcher avec lui car il ne peut pas parler là où ils sont. Ils le suivent jusqu'à une zone sûre, et il leur dit qu'il a reçu l'ordre du chef d'état-major de trouver Zhao, l'oncle de Rui, et d'assurer sa sécurité. Rui réalise que son père est au courant de sa disparition, alors elle demande à Y s'il est venu seul. Y lui dit que les membres de l'équipe sont dans les camps temporaires dans les montagnes, et qu'ils ont trouvé des traces d'hommes-bêtes. Mais il y a une aberration de classe suzerain dans les montagnes, alors il cherche un moyen de la contourner. Y dit alors à Rui que si elle abandonne ses recherches et retourne au quartier général, son père réduira sa punition. Y essaie de les décourager de quitter la mission, mais Rui lui rappelle que c'est son oncle,
et qu'elle peut empêcher les professionnels d'utiliser la force contre lui si elle est là pour surveiller. Ying insiste pour suivre Rui, car Rui est sa meilleure amie. En voyant à quel point elles sont déterminées à les accompagner, Y leur dit qu'elles devront le suivre au quartier général une fois la mission terminée. Il les informe ensuite que son équipe a trouvé un chemin désert qui mène à l'intérieur. Alors qu'il notifie ses coéquipiers du groupe de Rui, Ao lui demande s'il a croisé un bâtiment ressemblant à un laboratoire de recherche en cherchant l'homme-bête. Y confirme ses soupçons et se demande comment Ao est au courant. Chuo en avait parlé, et après avoir cherché en ville, Ao a réalisé que c'était dans les montagnes. Le groupe s'équipe et se dirige vers là-bas. En arrivant, Y leur montre la grotte et leur dit qu'il n'y a aucun équipement électronique installé. Avant que Rui n'entre dans la grotte, Ao l'arrête et lui tend une arme emballée qu'il a améliorée en utilisant le noyau de la bête foudroyante et 150 pièces de l'Alliance. Ying, jalouse, demande la sienne, mais Ao lui dit de la mériter. Y dit alors au groupe de s'assurer d'être sur leur garde une fois à l'intérieur de la grotte. Sur ce, ils entrent tous, et le détecteur d'énergie de Ying s'emballe complètement. Alors qu'elle se demande pourquoi il réagit de manière si chaotique, un serpent suzerain crache une substance venimeuse corrosive. Y crée instantanément un bouclier de glace pour la protéger, mais le bouclier finit par se briser, et le venin se déverse sur lui. Y gémit et tombe au sol après avoir été touché, et il leur dit que le python est très doué pour le camouflage, et qu'il a causé beaucoup de problèmes à son escouade. Ao observe sa réaction et note que Y a agi comme s'il savait à l'avance que le python attaquerait Ying. Ao intervient immédiatement pour aider, et il combat le python sur un pied d'égalité. Y, qui est le premier à le voir combattre une créature de classe suzerain, apprend la dure vérité que Ao le surpasse de loin. Venu de nulle part, une autre créature de classe suzerain apparaît. Celui-ci est un minotaure aux cheveux de feu. Comme si cela ne suffisait pas, une autre aberration de classe suzerain se joint à eux, ce qui en fait 3. Sincèrement surpris, Y a du mal à comprendre pourquoi et comment il y a 2 autres bêtes autour d'eux. Du haut de la colline, le chef de la pègre se montre et leur dit qu'il ne sera pas aussi négligent que la dernière fois. Ao est choqué que le chef de la pègre puisse contrôler volontairement des aberrations de classe suzerain, et il se demande comment il peut le faire mieux que Zhang. Y s'excuse de les avoir menés au danger, alors il leur dit qu'il va temporairement retenir le serpent pendant qu'il leur laisse le reste. Rui se demande s'il peut tout gérer tout seul, alors elle lui dit de ne pas trop forcer. Y lui rappelle alors qu'il a promis de les ramener au quartier général en toute sécurité, et qu'il doit donc accomplir son devoir. Ao s'adresse alors à Rui et lui dit qu'il vaut mieux qu'ils se séparent pour s'occuper des monstres. Elle est d'accord et dit qu'elle s'occupera du Minotaure, et que ce sera le moment idéal pour essayer son arme. En quelques secondes, la bataille commence, et le python essaie de mordre Y. Y gèle immédiatement sa trajectoire, forçant la créature à retirer sa tête. Le chef de la pègre s'adresse alors à Ao avec arrogance en se vantant de la dureté des écailles du lézard d'acier. Il dit que Ying est inutile dans ce combat, donc c'est du 4 contre 1. Ao entend son calcul et lui dit de se corriger, car Rui, qui est enragé, est quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre de provoquer.